On parle auto, Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault en direct des remparts d'Angoulême avec Honda et l'Alliance France Cuir. Et en direct surtout des circuits des remparts d'Angoulême. Nous sommes ici au restaurant Brasserie Bouillon et qui nous accueille. C'est le Saint-Martial qui nous accueille. On est 5 places Saint-Martial à Angoulême. On les remercie fortement déjà pour leur accueil. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Nous sommes heureux, mais alors on peut le dire, on est plus qu'heureux car ça fait des années que nous voulions venir avec On parle auto sur le circuit des remparts. Vous connaissez mon amour pour les vieilles autos, donc tout est réuni, hein, le cadre qui est exceptionnel. Bon, hier on a eu une météo super, ça va arriver cet après-midi. J'ai entendu dire que moi je peux vous dire que ça va s'arranger. L'organisateur avait, on est d'ailleurs à côté de l'église, donc je pense qu'une petite prière et cet après-midi le soleil va revenir. Mais c'est un endroit formidable, des voitures formidables. Hier soir il y avait le concours d'élégance, c'était sublime, magique. Et on va passer 2 heures à décrypter ce circuit des remparts, mais pas seulement, on aura quand même 1 ou 2 rendez-vous supplémentaires. On va parler du cuir. On va parler du cuir dans l'automobile. Alors je suis très attaché au cuir dans l'automobile, vous le découvrirez tout à l'heure, puisqu'on va en parler un petit peu plus longuement. Parce que j'ai beaucoup de voitures et j'ai des intérieurs cuir sur pratiquement toutes mes voitures. Et j'adore, c'est un matériau noble, c'est un matériau vivant, c'est un matériau écologique. Vous allez le savoir, on en parlera tout à l'heure. Évidemment, également de l'essai de la semaine, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on enlève. On ne fasse pas l'essai de la semaine. Alors il est un peu particulier parce qu'on a roulé hier. Voilà, on a roulé hier au milieu des vignes, du côté de Cognac. On a fait des arrêts. Non, je plaisante. On essaye la nouvelle version de la Honda Civic hybride, voiture que j'avais déjà trouvée extraordinaire et qui corrige un défaut qu'elle avait. Vous restez avec nous pour savoir ce qui va se passer. On va parler bien évidemment aussi du fameux salon Équipe Auto, puisque Sud Radio est partenaire de ce salon qui va avoir lieu du 14 au 18 octobre prochain, qui est un salon professionnel pour tous les réparateurs, toute la filière automobile qui s'occupe de nos voitures. On parlera de ce qui en 50 ans a révolutionné les innovations, notre façon de voir la voiture et de la conduire, vous allez voir. Des innovations majeures, hein. Bon, on va en citer une seule innovation qui est sur toutes les voitures, c'est l'ABS. Voilà, qui a sauvé plus de 15 000 vies à date. Et plus 15 millions, plus que 15 000. Non, plus 15 millions de vies à date, pardon. Vous faites bien de me reprendre, l'ami Jean-Luc, surtout qu'on va tout de suite parler du circuit des remparts. Alors, on va évidemment vous donner la parole au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis également, vous pouvez nous écrire jeparticipe@sudradio.fr et 0826 300 300. Appelez-nous, nous sommes ensemble. Allez, c'est parti. On part pour la première heure de notre émission On parle auto avec une multitude d'invités. Restez avec nous et venez aussi sur la page Facebook pour le vivre en direct. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Alors un petit clin d'œil évidemment à cette région que j'aime tant, où ma mamie était, elle a vécu 106 ans, la Charente et la Charente-Maritime. On n'est pas ça débarrassé. Me fait du bien. Non, on n'est pas débarrassé, il paraît que je lui ressemble. Mais voilà, ça fait du bien d'être chez moi. Je suis une Charentaise, une pure. Alors je ne sais pas si Jean-Marc Lafont, président de l'association du circuit des remparts d'Angoulême et Charentais, on va lui poser la question tout de suite. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Oui, tout à fait, je suis né à Angoulême. Une cagouille aussi, toi, alors. Voilà, nous sommes des cagouilles, on s'appelle comme ça en Charente et en Charente-Maritime. Donc Angoulême, alors déjà une ville superbe, il n'y a pas d'autre mot, et surtout historiquement liée à l'automobile, parce que le circuit des remparts, ça existe depuis avant-guerre. Oui, tout à fait, la première édition a eu lieu en 1939. Et ensuite, il y a un petit creux, on se doute pourquoi. Hein. Voilà, donc il y a eu 7 éditions jusqu'en 55. Et ensuite, c'est réapparu sous la forme de rétrospective en 1978. Alors il y a un truc qui n'a pas changé depuis 1939 et je crois que c'est un cas unique, j'allais dire au monde, mais je pense que c'est unique au monde, c'est le circuit est exactement le même qu'en 1939. Alors le circuit est exactement le même, mais aussi les façades, les immeubles n'ont pas changé, puisque comme on est dans le centre historique, il n'y a pas d'immeubles contemporains vous prenez une photo en 1939 et une photo en noir et blanc en 2025, vous avez la même perspective et vous avez du mal à la dater. Est-ce que l'on peut expliquer pourquoi ça a été créé ici ? Est-ce que c'était des passionnés ou est-ce que c'était le côté très particulier de cette ville déjà en 1939 ? Alors à l'époque, il y avait beaucoup de circuits en ville urbains,
Amiens, il y avait Perpignan, il y a eu des Grands Prix à Bordeaux, à Périgueux en 1950, donc il y avait beaucoup. Et là, c'est un automobile club qui avait lancé ça en 1939, l'Automobile Club de Charente. Bon, c'est un circuit très particulier, en ville, on l'a compris, mais ça monte, ça descend, il y a des virages, il y a des épingles, c'est vraiment... Voilà, donc on peut pas faire d'épreuves avec des voitures contemporaines parce que les angles de braquage sont plus réduits, plus réduits. Mais il faudrait des voitures de rallye qui passent en dérive, quoi. Alors nous, justement, c'est qu'on est un circuit adapté pour les voitures de rallye avec 3 épingles. Voilà, c'est le circuit. Les pilotes de rallye, il y a François Delecourt, il y a Romain Dumas qui sont venus ces dernières années. Et ils se sont régalés parce que c'est vraiment un circuit adapté pour les pilotes de rallye. Qui fait combien de kilomètres? 1700 mètres, non, c'est ça? Non, 1279, c'est ça. J'ai bien pris ma leçon, donc. C'est bien. Mais toi, tu es déjà venu ici, l'ami Jean-Luc. Non, c'est la première fois que je viens, et ça fait 20 ans ou 30 ans que j'ai envie de venir. Mais oui, et puis toi, tu conduis des voitures de collection. Tiens, d'ailleurs, on va pas parler que de collection. Quel type de véhicule on peut venir voir parce que c'est ouvert à tout le monde et on est là pour rêver. Il y a plusieurs plateaux qui vont rouler demain. Et ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui écoutent Sud Radio, c'est qu'on n'est pas obligé d'être passionné de voitures anciennes. C'est toute la fête qu'il y a autour qui est aussi exceptionnelle. Et évidemment, revoir ces voitures qui sont mythiques, c'est quand même juste incroyable. Voilà, et on fait des expos à thème aussi sur toutes les places de la ville. On a une expo Morse, une expo Schnarr Walker, et même les musées sont ouverts où on a monté des expositions également, et tout est en accès libre et gratuit. Donc vous pouvez venir et c'est en famille et passer une journée agréable à Angoulême. Donc alors, dans les festivités, parce qu'il y a des voitures qu'on peut voir arrêter, mais l'intérêt c'est de les voir rouler. Alors il y en a déjà aujourd'hui qui partent pour faire des circuits dans la campagne. Combien? On a organisé 4 rallyes aujourd'hui. Donc ça représente 600 voitures sur les routes de Charente. On fait des parcours différents parce qu'on essaye de faire revenir des voitures plus anciennes. C'est-à-dire c'est-à-dire que le problème qu'on avait, c'est que les voitures étaient de plus en plus contemporaines et les voitures les plus anciennes restaient au fond des garages. Parce que les collectionneurs et les passionnés de voitures plus anciennes les sortez pas parce que les voitures, il y a quand même des contraintes liées aux voitures par exemple d'avant-guerre. C'est que les voitures chauffent, les embrayages et tout ça, donc il faut amener de la fluidité pour pouvoir rouler en voiture ancienne. Donc on a monté 4 rallyes. Donc on a un rallye pour les voitures d'avant 1914, donc on a une vingtaine de voitures. Vieille alors. C'est des très vieilles, oui. Et là il y a eu combien d'inscrits cette année? On a une vingtaine de voitures. Quand même. Voilà, d'avant 1914. Voilà. C'est là qu'on voit que c'est du direct. Sinon ça aurait été coupé au montage. Et puis c'est là où on voit pas du tout qu'on est en phase, en cœur. Donc avec un parcours plus réduit, avec moins de côtes et puis surtout de la fluidité et aussi ensuite on a un deuxième rallye sur des voitures d'avant 1959. Donc là où on retrouve des avant-guerres, on a environ une 50aine de Bugatti qui sont là. Ah quand même. Et je t'ai pas suivi là. Donc c'est pareil, les Bugatti, il faut de la fluidité, les embrayages patinent et tout ça. Alors on va faire une petite dédicace à Jules Boscherini, qui est un de nos jeunes journalistes sur Sud Radio, dont le grand-père comptable des Bugatti. Et Jules est un passionné de voitures aussi. Un jour, il va falloir qu'on l'emmène avec nous en déloc quand on partira. Et donc ces circuits, ça rayonne autour d'Angoulême. Il y a 2-3 points de passage ou s'il y a des gens qui nous écoutent dans le coin, sur lesquels ils peuvent se rendre. Voilà. Donc et ensuite on a un troisième rallye avec des voitures plus contemporaines des années 60, 70, 80. Et les points de passage ce matin, c'est à Clé, enfin dans la Charente, ils s'arrêtent pour prendre un petit déjeuner. À combien de kilomètres d'Angoulême à peu près? Parce que j'imagine, il y en a qui nous écoutent là, qui pensaient pas passer à Angoulême et qui habitent pas très loin, peut-être dans un rayon de 100 km, et tiens, je vais aller voir les voitures. C'est une vingtaine de kilomètres. Et ensuite, les voitures se dirigent vers la base aérienne de Cognac. Okay. On travaille avec les militaires, donc là, c'est pas ouvert au public. Mais voilà. J'aime bien parce qu'on va avoir la chance de le vivre également. Demain, alors on dit les courses, mais c'est pas vraiment des courses. Hein. C'est des courses. Oui, c'est le premier arrivé à gagner alors. Oui, mais c'est pas des courses de vitesse. Si. Ah, pardon. On travaille avec la FFSA sous l'égide de la FIA. Et donc ce sont des voitures qui ont des passeports techniques, qui passent les contrôles techniques, où il y a des classements, et c'est des vraies voitures de course. Donc on propose 7 plateaux de course et 2 plateaux en démonstration, où là il n'y a pas l'esprit chronométré. Mais il y a 7 plateaux. Et ça commence à quelle heure? Avec quel plateau des à 8h demain matin avec un des plateaux avant-guerre, puisqu'on a 3 plateaux avant-guerre en course.
Et ensuite, on a 4 plateaux en voitures plus récentes. Combien de voitures sont inscrites au total là, sur les courses de demain? Sur les courses, il y a 180 voitures. Ah, quand même aussi. Voilà. Pour aujourd'hui, on a le rallye international, donc ils sont partis à partir de 8h où on pouvait venir les voir. Au départ du chai Magélis, le chai c'est là où on met les vins, les fûts, tout ça. Je savais pas. Le rallye des doyennes, des voitures jusqu'à 1914. Le rallye des légendes jusqu'à 1959. Ils sont partis à 9h ce matin. Le rallye des clubs également. Et on a vraiment toute la présentation des voitures à partir de 16h. C'était hier ça? Ou c'est aujourd'hui? Non, c'est cet après-midi. Voilà, toutes les voitures qui ont... Voilà, donc les voitures vont passer dans la rue piétonne, sur une partie de la rue piétonne, et ensuite iront au Champ de Mars. Donc c'est là où il y a eu la présentation du concours d'élégance hier soir. Ah ouais. On a d'ailleurs le président du concours d'élégance qui vient d'arriver, François Alain, qui va être avec nous. Donc jusqu'à présent, cette émission avait de la tenue. Maintenant, j'ai peur que ça parte un petit peu en live. Je voudrais qu'on parle aussi de la personnalité qui est mise en avant cette année sur le circuit des remparts. C'est Michel Vaillant, évidemment. Alors on est dans la capitale mondiale de la BD. Voilà. Donc il faut savoir que Jean Graton venait au circuit des remparts, mais ne venait pas au festival de la BD. C'est drôle, hein? Ouais, c'est assez curieux. Et en plus, il a fait une BD en 1988 où on retrouve la ville d'Angoulême dans la BD. Et c'était le défi des remparts. Donc c'était le 50e tome de la première saison de Michel Vaillant. Et après, on a monté un programme tout autour de Michel Vaillant avec Jean-Louis Daugé, qui est le patron de la marque Michel Vaillant, et les éditions Dupuis qui diffusent les BD. Ouais. Quand François Alain arrêtera de prendre prendra son micro. Non, alors pendant que François Alain fait un selfie. Il est un peu comme les ados. Les adolescents, c'est ça. Je voudrais qu'on revienne aussi juste sur une précision, puisqu'on est sur un grand week-end, donc pendant jusqu'à dimanche soir, ça va se passer. Tout le monde est convié à venir et à passer. C'est gratuit. Il n'y a pas d'entrée payante. L'entrée payante est uniquement pour le circuit demain. C'est ça. Voilà. C'est quand même important de le préciser. Alors c'est perso, comment on s'en sort pour faire un événement gratuit comme celui d'importance comme celui-là, c'est incroyable. Alors bon, bien sûr, il y a la billetterie de demain sur tout l'aspect course et tout ça, et ensuite on arrive à faire toute la partie gratuite en ville, grâce à des partenaires, voilà. Donc, les courses de demain, il y a des grands noms de pilotes qui sont là, hommes et femmes, copilotes et hommes et femmes. Oui, alors il y a Eric et Larry qu'on va retrouver sur le circuit, qui va piloter une Ford Escort. On peut dire qui il était pour les gens qui sont pas spécialement férus de... Voilà, il a gagné Le Mans tout jeune en 93 sur une Peugeot 905. Voilà. Et ensuite, vous avez Marc Duet, qui est un pilote belge, qui a participé de nombreuses fois au Mans, qui a un gros palmarès à la fois en rallye, et qui a développé beaucoup de voitures de rallye et pour le Mans, notamment la Mazda rotative, la fameuse Mazda rotative à l'époque qui avait gagné. Et Marc est tombé amoureux du circuit des remparts. Et il est venu une année, et je l'ai rappelé l'année d'après. Je dis, Marc, tu veux revenir au circuit des remparts? Il me dit, je vais venir à vie, parce que je ne connaissais pas chez toi. C'est extraordinaire. J'ai l'impression que quand on est venu une fois, on revient tout le temps. François Alain, vous étiez déjà venu, et alors maintenant vous habitez là, quoi. Et puis il a une jolie chemise printanière pour fêter l'arrivée de l'automne, François. Moi, en fait, je suis venu parce que je suis copain depuis très très longtemps avec Igor Bietri. On a travaillé ensemble en presse écrite il y a très très longtemps. Et Igor, depuis des années, me disait viens absolument au Rempart, faut que tu viennes. Et à chaque fois, ça collait pas en termes de date. Et puis donc, je me suis décidé à venir il y a 3 ans. On en a profité pour faire une séquence pour une émission de télévision. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux du lieu parce que la ville, elle est géniale, parce que c'est un cas unique. Malheureusement, avant, il y avait Pau qui faisait aussi un circuit en ville. C'est fini. Donc aujourd'hui, Angoulême est la seule ville en France. Et croisons les doigts pour que ça dure, évidemment. Et c'est un spectacle extraordinaire, parce que c'est un spectacle où tout le monde peut venir, de tous les âges. Et ça, c'est hyper important. Notamment que quand on voit beaucoup de jeunes qui viennent là, c'est hyper important, parce que c'est ça aussi l'avenir de l'automobile ancienne, de collection. Et donc, c'est un cas unique, Angoulême, en France aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver et faire perdurer. Et puis surtout, je voulais dire qu'on espère qu'on n'aura pas trop de soucis, tu sais, avec les gens qui disent que la voiture pollue, quoi. Oui, mais c'est la question que j'allais poser. Voilà. Comment ça se passe avec la municipalité, d'ailleurs? Très bien. On a un maire qui est à fond avec nous. Voilà. On peut le citer, d'ailleurs. Oui, Xavier Bonnefond, qui est maire d'Angoulême. Voilà, qui nous aide énormément, surtout sur l'aspect aussi technique aussi, puisqu'il nous met à disposition ses agents de la ville pour le montage et pour de la manifestation. Et puis on a une aide aussi
petit peu une aide financière quand même qui est pas négligeable. Ça participe du rayonnement d'Angoulême aussi dans l'année, parce que le circuit des remparts, c'est un petit peu connu depuis 1939. Alors, le circuit des remparts est très connu en Angleterre. D'ailleurs, on a énormément de concurrents britanniques qui viennent. Mais en France, c'était pas trop connu. Mais le circuit des remparts, faut venir la première fois et puis après c'est comme Marc Duhay, voilà. Ah donc ça veut dire qu'on revient l'année prochaine alors. Vous venez à vie. Voilà, on va rester là. Moi je veux bien, mais je veux conduire. Je veux. L'année prochaine on vient, mais on participe pas tout. Il y a pas de problème. Voilà. On va trouver des voitures. Des voitures on en a. Typiquement Angoulême, en fait, il faut le vivre pour le comprendre. Et donc une fois qu'on est venu, ne serait-ce même qu'en spectateur, la ville, elle est dingue. Toute la ville est aux couleurs. Puis la ville est belle déjà. Je fais un parallèle un peu rapide, mais il y a un festival Harley-Davidson qui a lieu à Morzine, où c'est pareil, c'est-à-dire que la ville se met aux couleurs de l'événement. Là, dans tous les magasins, il y a des affiches de la manifestation. L'affiche est très belle, tiens, on va en parler. L'affiche est magnifique en plus, et chaque année elle est magnifique, il faut le dire. Mais la ville se met aux couleurs de l'événement. Donc la ville est consciente et a envie de cet événement. C'est impressionnant parce que c'est pas forcément toujours le cas dans des manifestations équivalentes, sauf qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment à celle-ci, mais c'est incroyable. La ville est aux couleurs de la manifestation. Et puis ça prouve bien que Paris n'est pas la France et que partout en France on fait des choses exceptionnelles et qu'à Angoulême depuis 1939 on n'a pas attendu. Ça c'est quand même incroyable. On parle de l'affiche. Va faire un circuit en ville. Ce serait top qu'Hidalgo fasse un circuit. Ceci étant dit, ça a été fait avec la e-Formule en. Oui. Bon, allez, on va laisser de côté. Non, on parle pas de ça, Laurence. Ah ben mais si, quand même. L'affiche. Michel Vaillant également, il y a eu une épreuve sur les Champs-Élysées dans un Michel Vaillant, Formule 1. Alors l'affiche, en fait, vous reprenez la même thématique depuis 1939, c'est à peu près le même décor, c'est une voiture à peu près selon le même axe. Bon là on voit que c'est une vaillante. Alors la thématique c'est qu'on essaye de mettre un élément immobilier de la ville, voilà, donc là vous avez la cathédrale et après on varie l'affiche chaque année, on fait confiance à des artistes. Donc on a travaillé avec Delvaux, on a travaillé avec Michel Janvier, beaucoup avec Dingo, voilà. Et Picsou ? Pardon. Dingo, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut toujours penser aux gens qui ne les connaissent pas. Dingo est un photographe exceptionnel. Et il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce milieu-là et qui ne savent pas qui est Dingo. Donc c'est pour ça que je me permettais. Voilà. Et Dingo, il a fait très peu d'affiches. C'est pas un affichiste au départ. C'était beaucoup des photos. Alors c'est un photographe, mais c'était des photos dans les magazines. Et voilà. Donc c'est un beau cadeau qu'il nous a fait 2 fois et en ayant des très belles. Allez, vous restez avec nous parce qu'on va continuer, on est en direct du circuit des remparts, mais vous savez, il y a des pauses dans une émission de radio. Dans quelques instants, on va faire une parenthèse, on va partir sur le salon Équipe Auto pour en parler, car Sud Radio est partenaire. Sud Radio, c'est la radio qui aime l'auto et qui aime ceux qui la font, ceux qui roulent avec, ceux qui les réparent, et les filles qui adorent ça aussi, comme moi et toutes mes copines. Allez, zou. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. On parle auto, Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault en direct des remparts d'Angoulême avec l'Alliance France Cuir. En direct du circuit des remparts, et ça c'est vraiment important de le préciser. Alors autour de la table nous avons beaucoup de monde, mais ce ne sont pas nos invités qui vont parler à ce moment de l'émission. On va garder évidemment François Alain. Donner un avis, On va présenter Sylvain Resser dans quelques instants. Notre ami Jean-Paul Lafont est toujours avec, Jean-Marc pardon est avec nous, le président du circuit des remparts, mais on va accueillir un autre président à ce moment de notre rendez-vous, puisque Sud Radio est partenaire du salon professionnel Équipe Auto qui va avoir lieu du 14 au 18 octobre prochain sur la porte de Versailles au Parc des Expositions de Paris. Bonjour Philippe Baudin. Bonjour Laurence. Bonjour Philippe. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous. Voilà, tout le monde. Vous connaissez tous, hein? Non, pas tous. Mais... si, c'est vraiment un milieu qui se connaît bien. Philippe, avec Jean-Luc, on s'est dit que c'était bien, on était sur le circuit des remparts, dans quelque chose d'un peu historique. Un peu historique, de parler d'une nouvelle animation qui va dérouler sur le salon Équipe Auto. 50 ans d'innovation, comme les 50 ans d'Équipe Auto. Alors d'innovations qui ont révolutionné le monde de l'automobile, parce qu'il y a certaines innovations. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas faire une voiture sans ces innovations. Là, si on remonte en 75 d'ailleurs, c'est les airbags aux États-Unis. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas une voiture sans airbag, même Takata. Qu'est-ce qu'on a sur cette esque qui s'appelle Airvolution? Philippe Baudin. On va mettre à l'honneur cette année sur un espace dédié 50 ans d'histoire d'automobile, en tous les cas d'Équipe Auto. On va mettre à l'honneur bien entendu des hommes ou des femmes qui ont contribué
contribuer à l'évolution de l'automobile et puis inévitablement leurs entreprises, leurs produits qui ont aussi et qui sont maintenant finalement rentrés dans le langage courant. Vous parliez de l'airbag, il y a l'ABS, il y en a tellement d'autres, il y a l'ESP, les phares LED, il y a tout un tas de choses qui vont être mises en avant pendant cette opération. Oui, alors l'ABS c'est 78, ça a été. Alors moi je me souviens très bien, je sais pas si Sylvain, si t'étais aux essais du coupé Mercedes C600, t'étais peut-être trop jeune. Alors Sylvain Resser, son journaliste au Figaro. On a essayé alors l'ABS, puis ensuite l'ESP, il était trop jeune. Ouais. Effectivement, j'étais trop jeune. L'ESP, ça a été une vraie révolution, ça a permis de sauver beaucoup de vies, mais il y a eu d'autres innovations. On a Honda qui est partenaire de l'événement ici. Il y a en 1988, je crois, la première prélude avec 4 roues directrices. Il y a des camions militaires avant la Deuxième Guerre mondiale qui avaient déjà 4 roues directrices, mais ça c'est une innovation aussi. Sylvain ? Qui sera sans doute fêté sur Équipe Auto. C'est vrai que les 4 roues directrices, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une sacrée révolution parce que ça a permis aux voitures quand même de gagner en agilité, en comportement routier. Non, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures de série haut de gamme qui sont proposées avec 4 roues directrices. On n'en parle pratiquement jamais. Ouais, mais Philippe Baudin, y en avoir plus, je trouve. Philippe Baudin, qui est notre invité pour parler d'Équipe Auto pour ce rendez-vous. On a parlé de ces innovations. Il y a aussi tout ce qui est LED, optique, et c'est important parce que c'est la première fois aussi cette année que sur Équipe Auto, il va y avoir des conférences totalement dédiées à ces nouveautés, Philippe Baudin, sur les optiques. Ouais, exactement. Et là, dans ce cadre-là, on peut par exemple citer un monsieur qui s'appelait Hector Fratry, qui travaillait pour Valeo et qui a pris à bras-le-corps le sujet de l'éclairage pour arriver jusqu'à aujourd'hui avec finalement ce qui rentre encore une fois dans le langage courant et qui paraît tout à fait normal sur une voiture, les éclairages LED. Donc là, on a effectivement aujourd'hui cette innovation qui va être mise à l'avant. On va avoir des forums qui vont les mettre également en avant pour raconter toute l'histoire de ce qu'est maintenant un phare, comme d'autres technologies devenues intelligentes. Vous parliez du phare, mais on peut aussi parler des pneus. C'est la même chose avec Michelin. On a tout un tas de produits qui vont être comme ça mis à l'honneur pendant cette édition en tous les cas. Et puis les juste un petit message tout à l'heure. Pardon ? Oui, Philippe. Oui, vous parliez tout à l'heure de l'ABS. L'ABS, c'est 78, mais l'airbag, c'est 1980. Et l'ESP, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est seulement à la fin des années 90 que ça a été mis en place dans les voitures. Et c'est sur Mercedes que ça a été, c'est sur une Mercedes que ça avait été testé. Exactement, sur la 600. Avec le test du dromadaire, non ? Non, pas du tout. Comment ça s'appelait le test Non. Comment il s'appelait celui-là ? Non, rien à voir. Le SP, je vais l'énerver. C'était le test de l'élan. De l'élan, voilà, c'est ça. C'est pas du tout un dromadaire, un élan. De l'élan. Et on se souvient de la Mercedes Classe A qui était partie sur le côté, mais en fait, le test avait été bidonné par les journalistes qui l'avaient fait. Ils avaient mis une roue plus haute. Donc la voiture avait basculé, c'était spectaculaire, mais en fait, c'était un non-sujet. Mais ça a permis de démocratiser le SP sur les voitures, parce que Mercedes l'a donc mis en série sur ses petites voitures et les autres constructeurs ont suivi. C'est comme ça que l'ESP est arrivé sur toutes les autos. Philippe Baudin, on n'a pas parlé de quelque chose aujourd'hui qu'on n'imagine plus dans une voiture. C'est une voiture sans navigation, alors que ce soit avec un smartphone, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de liaisons qui sont possibles avec les véhicules, mais une voiture sans système de navigation, on se demande comment autrefois on a pu s'y retrouver. C'est une innovation majeure, ça. Ça fait partie effectivement des innovations qui ont marqué l'automobile pour arriver jusqu'à aujourd'hui à avoir des véhicules avec des capteurs intelligents un petit peu de partout. Les pare-brises deviennent intelligents, les pare-brises parlent aux conducteurs. Donc évidemment, le GPS qui aide effectivement à la conduite et à la sécurité, à la sécurité en tous les cas, au pilotage des véhicules pour arriver à se repérer en occultant la bonne vieille carte IGN qu'on avait tous dans les voitures. Effectivement, c'est des choses qui sont rentrées... Qui deviennent, comme je le dis à chaque fois, qui rentrent dans le langage courant, mais tout ça, effectivement, ça a marqué l'évolution de l'automobile, le comportement de l'automobiliste également. Je voudrais qu'on revienne sur ces innovations parce que là on aura évidemment sur Révolution sur Équipe Auto destiné aux professionnels, on le raconte. Donc vous êtes réparateur, vous êtes garagiste, vous êtes carrossier, vous êtes dans la filière automobile, vous êtes les bienvenus. Mais il y a aussi l'innovation avec les grands prix de l'innovation qui vont fêter leurs 40 ans cette année. C'est-à-dire qu'Équipe Auto est un salon qui, avec 100 journalistes du monde entier, font découvrir ces innovations d'aujourd'hui qui vont changer la voiture de demain.
Ouais, exactement. On fête les 50 ans du salon, mais on va aussi fêter les 40 ans justement de ces grands prix. De tous les produits qu'on a nommés, c'est des produits qui ont été présentés notamment sur Équipe Auto. Donc on a, comme vous le dites très justement, une centaine de journalistes internationaux qui viennent en parler. Et on a également, il faut le préciser, à peu près entre 120 et 150 candidatures chaque année qui veulent concourir justement pour l'élection du meilleur produit, de la meilleure techno. Donc tout ça, effectivement, ça va être fêté également pendant Équipe Auto. Oui. Et puis on en profite pour conclure ce rendez-vous sur Équipe Auto, parce qu'on a quand même François qui est avec nous, l'ami François Alain, qui sera sur Équipe Auto et qui va nous apporter quelque chose d'assez original, Philippe. Oui, il va. On est encore une fois ravis de l'avoir avec nous, le François. Et cette année, il va organiser un concours de démontage et remontage et démontage de 2 Jeeps. Ça va être assez amusant, fun, et en tous les cas, je pense que tout le monde va bien s'amuser. On va fêter ça pour les 80 ans de la libération de l'Europe, puisque c'était il y a 80 ans. Et alors j'ai cru comprendre qu'en plus on aurait comme voisin une chaîne de radio. Oui, qui viendra le samedi matin. Qui sera installée juste à côté de notre stand, donc on restera en famille. Et donc on rappelle, tu vas organiser des concours de montage-démontage et tu vas faire des challenges entre des équipes. Voilà, on va faire les challenges entre les équipes d'exposants ou de visiteurs évidemment, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Comme aujourd'hui, par exemple. Pour changer, parce que nous, c'est pas du tout ça notre émission. Alors, moi, pour le montage, une grenade, on dégoupille. Bon, il faut se boucher les oreilles, mais ça démonte vite. Non, je parlais de la bonne humeur, Jean-Luc Moreau. Merci beaucoup, Philippe Baudin. On vous souhaite un très bon week-end. Philippe. Je sais pas dans quelle région vous êtes là en ce moment. Je suis au fin fond de la Sarthe. On n'est pas si loin que ça. Hein. Profitez bien. On mange pas les mêmes rillettes, mais on a les mêmes valeurs et ça, on adore. Dans quelques instants, on va essayer la Honda Civic. Enfin, moi, je ne fais rien faire. Je vais juste écouter mes 2 professionnels de l'affaire. Et ce sera sur Sud Radio, puisqu'ils l'ont essayé pendant les remparts. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. On parle auto. Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault en direct des remparts d'Angoulême avec Honda. En direct du circuit des remparts d'Angoulême. Dans quelques minutes, avec l'ami Jean-Luc, on va parler de cuir. Bah oui, puisqu'on parle aussi de voitures anciennes et de voitures de collection, normal que l'on parle de cuir. Mais tout de suite, je ne sais pas si leur siège était en cuir, mais je sens que l'ami Jean-Luc va nous proposer l'essai de la semaine, et c'est la Honda Civic. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et un essai de la semaine, l'ami Jean-Luc, que tu vas partager exceptionnellement avec l'un de tes confrères et néanmoins ami. Oui, exactement. Il était avec moi hier, il a même pas vomi pendant le trajet, c'est pour vous dire que... Enfin, cela dit... Hein... En même temps, j'étais le chauffeur. Sylvain Resser, journaliste auto au Figaro. Bonjour. Oui. Bonjour Sylvain. Restez bien votre micro à côté de votre bouche, voilà. Alors, quelque chose d'assez... alors, je vais dire exceptionnel, parce qu'il y a assez peu de constructeurs qui font ça. On avait une voiture... Honda Civic 11e génération. La Civic, elle est sortie en 1972. C'est une voiture qui a un peu révolutionné le monde de l'automobile. 11e génération. Ça, c'est ce qu'on appelle en bon français un restyling. Et à l'occasion générale des restylings, les constructeurs augmentent les prix des voitures. Je commence par la fin. Mais là, ils ont gommé des petits défauts qu'il y avait sur l'auto et surtout, ils baissent les tarifs. Je crois que ça, c'était jamais arrivé. C'était déjà une voiture qui était très bien. Et là, juste, on vous la propose en un peu mieux, moins cher. Bon. Si Stellantis nous écoute, hein, voilà, on leur indique ce qu'il faut. Bon, cette Civic, alors, bon, c'est pas une révolution en termes de style, cette nouvelle Civic entre guillemets. Hein. Non, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'évolution. On va dire, c'est timide. Ils ont changé le dessin du bouclier. Ils ont changé un petit peu l'intérieur, mais surtout, comme tu le disais, Jean-Luc, ils ont baissé le prix de 870 €. C'est même pas rien. Ouais, c'est même plus que ça, parce que les peintures avant qui étaient proposées en option, si vous vouliez une peinture nacrée, c'était 650 €. Si vous vouliez une peinture métallisée, c'était 900 €. Désormais, les peintures nacrées, elles sont gratos. Voilà. Peinture métallisée également. Et la peinture métallisée, il y a juste une peinture en option à 250 €, ce qui finalement remet le prix de base à 36 870 €. Hein, donc on est là pour le coup, on va vous expliquer si elle est bien cette voiture, parce que pour l'instant vous parlez que d'argent. Il paraît que c'était les filles qui parlaient que d'argent. On vous parle d'argent. Alors déjà, hier on avait la version haut de gamme, on avait la version Advance avec un intérieur en cuir. En cuir. Non. En cuir. En cuir. On vous expliquera après pourquoi. Voilà. Puis ça reste un des hybrides les plus agréables à utiliser, Sylvain. Moi je trouve, parce qu'en fait la technologie est assez unique sur le marché.
On est quasiment tout le temps en électrique. En fait, il faut expliquer qu'il y a 2 moteurs. Un moteur, il y en a même 3. Il y en a même 3, exactement. Donc il y a un moteur thermique qui entraîne un générateur. Et qui recharge aussi la batterie, mais en fait c'est le moteur électrique qui fait 184 chevaux qui fonctionne quasiment la plupart du temps, voilà. Et qui entraîne les roues. Ouais. Donc ça c'est quand même assez génial. Finalement en ville on est en électrique, quand on est à basse vitesse on est en électrique, et il n'y a que quand on demande vraiment de la puissance que le moteur thermique démarre et rentre en action, et finalement on a eu des consommations mais en roulant est-ce parfois, que ce moteur est vraiment différent des autres hybrides qu'on connaît? Alors oui, voilà. C'est une techno qui est propre à Honda, parce que alors on va pas rentrer dans les détails du fonctionnement parce que sinon on va perdre déjà Laurence Perrault pour commencer et puis ensuite le reste des auditeurs, mais on a un fonctionnement qui peut être ce qu'on appelle en hybride série ou en hybride parallèle ou en full électrique. Donc on a 3 possibilités, et c'est la voiture évidemment qui choisit, c'est pas le conducteur, et qui choisit pour optimiser au maximum la consommation. Et c'est vrai que la consommation de cette voiture, alors moi sur le système hybride n'a pas changé par rapport à la précédente génération, mais en roulant en ville normalement j'étais descendu à 3,7 litres, et hier on a fait de la route, et Sylvain, bon je vais le dire, hein, s'il y a des gendarmes qui nous écoutent, tant pis pour ton permis, bon Sylvain il y a des moments à rouler un petit peu comme s'il était au volant d'une voiture de rallye, et on était à 6,1 litres à la fin de la journée, donc ça veut dire qu'on a une voiture qui est quand même très économique en carburant. Est-ce qu'on peut balancer les copains? Oui, on peut. Parce que Sylvain Resser, il est comme toi, ou il est comme François, et vous faites de nombreux essais. Et Sylvain a eu la chance même de faire des essais sur des McLaren, c'est quand même l'un des grands journalistes. Vous êtes vraiment pas nombreux autour de cette table, même dans le métier, à être vraiment des journalistes qui prenaient du plaisir à essayer. Et moi, on m'a dit un jour, on va arrêter. Il nous rend les voitures, les freins sont rouges feu. Non, en fait, vous les essayez. Je ne vais pas balancer, mais quand j'ai passé le volant à Jean-Luc, j'étais à l'arrière, et avec l'intérieur en cuir, je faisais l'essuie-glace à l'arrière. Revenons sur la voiture. Revenons sur la voiture. Justement, en étant à l'arrière, c'est ce qui nous a permis de tester la voiture derrière, ce qu'on fait jamais. À l'arrière, c'est un petit peu ferme en suspension. Oui, mais je pense que ça vient aussi des pneumatiques. On avait du Michelin Pilot Sport 4 qui a un pneu sportif, alors que normalement, qui est un peu qui est un peu ferme. Ouais, voilà. À l'avant, c'est du confort, on dira à l'allemande, c'est confortable mais un peu ferme, et derrière c'est un peu moins confortable, mais par contre c'est soudé par terre. C'est vraiment une voiture soudée par terre. Ah ouais, c'est soudé par terre. C'est collé au sol. C'est une glu cette voiture. C'est du chewing-gum. Voilà. Est-ce que vous l'avez essayé, François? Parce que je vous vois prendre votre micro depuis tout à l'heure. Non, je voulais faire une blagounette sur mes amis Sylvain et Jean-Luc, savoir qui avait vomi sur qui. Non. Vous êtes bien sur Sud Radio, on parle auto, on ne parle pas gastro, pas encore en tout cas. Oui, Sylvain Resser, on revient sur la Honda. Pour que nos auditeurs comprennent, je voulais revenir quand même sur la carrosserie, parce que c'est une berline 5 portes avec un haillon qui mesure quand même 4,55 m. Donc elle est, c'est une grande voiture, mais elle a un pavillon assez plongeant, et ça lui donne un petit air de coupé sur l'arrière. Et qui est plutôt sympathique, ça donne une ligne assez dynamique. Une voiture assez élégante. Et sa grosse qualité par rapport, on va comparer au gros du marché, c'est les Toyota hybrides qui sont évidemment leaders sur le marché de l'hybride. Elle est plus sympa à conduire. Pour quelle raison? Parce que vous n'avez pas le phénomène de patinage quand vous accélérez qu'on a sur les hybrides Toyota, et ça casse pas les oreilles. Par exemple, si Sylvain hier avait roulé comme il a roulé avec une Toyota, on aurait eu un bruit de sirène en permanence dans la voiture. Là, ce qui n'était pas le cas en fait. Pour conclure cet essai à 2, c'est un essai très original, voire à 3, parce que l'ami François est aussi là. Le mot de la fin sur cette Honda Civic, la 11e génération. C'était déjà une super auto, elle est moins chère. Vous voulez que je dise quoi? C'est une super auto. Moi, je dis que c'est une voiture méconnue qui gagne à être connue. Ouais, voilà. Exactement. Et en fait, une fois qu'on l'a essayé, on a du mal à s'en séparer. Ouais. Et puis on répare une injustice en parlant de cette voiture, parce que c'est vrai qu'elle mériterait beaucoup plus. Plus Honda, c'est pas pour leur faire les marques japonaises sont vraiment. Honda est une fiabilité incroyable, on le sait tous autour de cette table. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On continue en direct de notre circuit des remparts d'Angoulême. Et on va parler de la soirée d'hier. On va parler cuir. Alors je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, mais. Alors excusez-nous à tous ceux qui écoutent Sud Radio et qui nous rejoignent à l'instant à 10h43. Brigitte Lahaye va nous rejoindre. Vous avez compris qu'il y a une belle ambiance. Moi j'ai des dossiers, donc.
et que vous êtes bien sûr les bienvenus. N'hésitez pas à réagir, vous êtes arrivés sur Facebook, tout le monde est là, en tout cas vous qui êtes des fidèles de l'émission On parle auto sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants et on va parler cuir, un matériau noble et écologique. On parle auto, Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault en direct des remparts d'Angoulême avec l'Alliance France Cuir. Et c'est un rendez-vous que nous vivons effectivement avec énormément de bonheur. Dans la deuxième heure, nous restons bien sûr sur le circuit des remparts. On aura l'occasion de parler des pneus pour les voitures de collection, ça paraît logique. On parlera de la moto qui est de retour sur le circuit des remparts avec Philippe Monneret. Mais pour l'heure, on va parler de cuir. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Je veux du cuir, pas du pipe chaud du vécu, je veux les trousses des gros. C'est assez rare dans cette émission, mais là on va être peau de vache pendant un petit moment. Alors on parle du cuir, évidemment ça paraissait logique. Vous avez découvert que notre ami Jean-Luc est très en forme tous les samedis matins, mais particulièrement à Angoulême. Alors, on parle de cuir parce que comme on parle de voitures de collection... Parce que l'automobile est né avec du cuir. On a avec nous Marc Brunel qui est directeur général de l'Alliance France Cuir. C'est quoi l'Alliance France Cuir déjà? Alors l'Alliance France Cuir, c'est une confédération qui regroupe tous les métiers de la filière. Les métiers de l'amont, de l'élevage, jusqu'à finalement les abattoirs pour avoir des peaux brutes. On la transforme chez des tanneurs, on va la fabriquer chez des gantiers, chez des maroquiniers, chez des fabricants de chaussures et on va la distribuer dans les magasins qui sont près de chez vous pour ensuite, quand le produit vieillit un tout petit peu, qu'est-ce qu'on en fait? Nos articles en cuir, on va les faire réparer chez un cordonnier. Et en fait, c'est ça l'Alliance France Cuir. Plus de 21 fédérations professionnelles réunies autour de nous. Un métier complètement intégré finalement de l'amont jusqu'à la base. De mon cordonnier dans ma rue jusqu'aux grandes marques de luxe qui utilisent le cuir et pas seulement. Exactement, quand on a un article en cuir, on a un sac auquel on tient, on peut le faire réparer chez son cordonnier. Bon, on va tordre le cou tout de suite. Une idée reçue, le cuir, c'est écologique. Le cuir, plus que les matériaux synthétiques qu'on met aujourd'hui pour le remplacer dans les voitures. Merci l'ami Jean-Luc. La vache. Le cuir, en fait, c'est un matériau qui est un coproduit de l'agroalimentaire. Oui, on n'élève pas des vaches pour faire du cuir. Non, absolument pas. On élève des animaux pour manger, pour boire du lait, pour faire du fromage. Et en fait, ce coproduit, on appelle ça un coproduit, c'est un peu technique comme mot, mais en fait, il faut le retraiter. Et en fait, nos amis les tanneurs, ils retraitent un déchet. Alors, le tannage, tout de suite, on s'arrête. Autrefois, c'était extrêmement polluant. Aujourd'hui, ça a évolué. Le tannage en Europe et particulièrement en France. En France, ça a changé. Extrêmement contrôlé. C'est pas comme en Inde, au Maroc. Exactement. Et en fait, les discours parfois sont un peu floutés, perturbés par ce qu'on peut voir à l'international, effectivement. Alors pourquoi est-ce que les constructeurs abandonnent le cuir dans les voitures? Parce que on a dit l'automobile est née avec du cuir à l'intérieur. C'était le matériau idéal. Ça résiste au mauvais temps. C'est durable parce qu'il y a des véhicules qui sont ici qui ont plus de 100 ans avec des intérieurs en cuir qui sont les intérieurs d'origine. On n'imagine pas un intérieur en tissu qui a 100 ans, on n'imagine pas un intérieur en, je vais dire du Sky pour que tout le monde comprenne, un intérieur en Sky qui a 100 ans, c'est pas possible. Oui, on est dans une période où effectivement les gens s'interrogent, il y a des histoires de coûts, un cuir c'est une matière noble, c'est une matière qui nécessite des savoir-faire, qui est fabriquée dans nos métiers, en tout cas en France, donc des matériaux relativement coûteux et en fait je pense que l'arbitrage de ces industriels, il est surtout sur le prix, la durabilité, la réparabilité, on le sait bien, n'est pas la même. Ça vous fait pas hurler quand vous voyez écrit sur les catalogues des constructeurs cuir vegan? Oui, mais c'est pas que à cause de l'écologie pour le coup, c'est aussi non mais c'est pas que à cause de l'écologie, on est aussi face à des gens qui ne veulent plus entendre parler de mal-être animal et c'est aussi ça qui fait du mal à la filière cuir. Alors Oui, alors que la filière cuir, elle investit chaque année dans la bientraitance animale, dans les pratiques. Et on a en France des exploitations agricoles qui sont de petites, avec des professionnels qui sont extrêmement attentifs au bien-être animal, ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Voilà. Donc ce sujet-là est assez récurrent. Maintenant, la première motivation d'achat des Français, parce que c'est la deuxième matière préférée des Français, le cuir, il faut quand même le souligner, c'est sa durabilité, son aspect esthétique, la sensualité du matériau. Regardez, vous avez ramené un sac extraordinaire que Jean-Luc va m'offrir parce que c'est une couleur pour les filles. On va pas pouvoir l'offrir parce qu'en fait, alors c'est un sac. Alors en plus là, il est recyclé. Est-ce qu'on le voit bien? Alors attendez, on le voit? C'est le cuir d'un siège
de Citroën CX GTI, c'est ça? Et en fait, donc les sièges sont démontés pour être changés et le cuir est récupéré. Et pour faire des bagageries, on avait et ça c'est le premier lot. Ouais, elle aime bien. Je vais monter les achats d'avant. Voilà. Faites gaffe, elle va pas vous le rendre. Ouais. Ah bah ça c'est déjà prévu. Et ça c'est le premier lot pour le concours d'État qui a lieu cet après-midi. Ouais, tout à fait. Et en fait c'est un produit extrêmement intéressant. Ça permet d'associer à la fois le savoir-faire de nos maroquiniers, mais aussi tout cet état d'esprit de conserver les choses plus longtemps. Donc on démonte un siège et on va lui donner une seconde vie. Voilà, c'est pas du jetable. Ça c'est important de le préciser, je trouve, parce qu'effectivement il y a tout aujourd'hui un commerce entre guillemets au sens noble du terme sur le recyclage effectivement de cuir et faire des beaux objets avec des anciens sièges en cuir, exactement comme on fait avec les voiles de bateau aussi, c'est très à la mode aussi. Et on est dans le même esprit en fait. Et c'est important de le dire parce que du coup c'est pas de la matière qui est perdue. Bon, on va profiter du professionnel qui est là parce qu'il y a encore plein de gens qui roulent avec des voitures qui ont des intérieurs en cuir. Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver longtemps le cuir dans sa voiture? Alors le cuir dans sa voiture et le cuir en général, parce qu'on en a sur son bracelet de montre, on en a sur ses chaussures, on en a partout. On en a sur son blouson. Voilà. Et ben en fait, il faut imaginer le cuir on comme en a sur son string pour François. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors le string c'est plus difficile effectivement. Moi c'est un gros string. Tous ceux qui écoutent Sud Radio, je présente rien. Alors pardon, comment alors, pour l'entretien? C'est de la peau, c'est vivant, ça bouge dans le temps, donc ça s'entretient, ça se nourrit avec des crèmes, ça se patine avec le temps, donc il faut mettre des produits nourrissants, patinants, et en fait vous pouvez garder un cuir 30-40 ans si vous l'entretenez régulièrement, c'est comme la peau. L'ancienne l'ancienne équitation, enfin je suis ancienne randonneuse équestre, j'espère que ça va recommencer. On travaillait nos selles, on travaillait toutes nos parties en cuir aussi avec de la graisse de baleine. Voilà. Ouais. Alors en fait le gras c'est la peau, on la nourrit, on la de produits nourrissants, de lait, et en fait ça lui donne une durabilité incroyable si c'est fait tout au long de l'huile de pied de bœuf, non? Ouais, voilà, la graisse de baleine on en trouve. Alors, je vous déconseille de le faire dans votre voiture. C'est ça. Parce qu'après tu vas surtout si t'es habillé en blanc derrière. Avec un pantalon blanc, ça va pas être terrible. Il faut combien on peut mettre, je vais le dire comme ça, combien on peut mettre de grosses vaches dans une voiture? Oh non, ça il avait dit qu'il ne le ferait pas. Il avait dit qu'il le ferait pas. Ami auditeur. Non, il faut pour faire l'intérieur d'une berline, tiens, comme la Honda. Non mais tu parles de la vraie bête. Il faut combien de peaux? Il faut combien de vaches? Il faut avoir beaucoup de chance. Mais sur un siège entièrement cuir, on est à peu près sur 2 à 3 pots. Ah, quand même. Et on a en France effectivement des tanneurs qui sont spécialisés dans l'ultra haut de gamme et la restauration. Et là, on est sur des produits d'hyper excellence. Les Français sont reconnus pour la qualité de leur peau à travers le monde. Et il faut effectivement, suivant les sièges, plusieurs pots pour avoir les raccords, le dos du siège, etc. Là, juste à côté de nous, on a évidemment notre ami Monsieur Reiser qui est resté avec nous, Sylvain, qui vient de faire entièrement retaper une de ses voitures, l'intérieur est cuir. Ah bah, bien évidemment. Et c'est quelle voiture que tu as retapée? C'est une Triumph TR3 et bien évidemment ces années-là, les voitures avaient des intérieurs cuir. Ouais, et toi, les tiennes? Encore pas trop. Moi, t'as que du cuir partout? C'est du cuir aussi. Ouais. Il n'est pas patiné ton cuir? Alors, j'ai une Jaguar Type E où les sièges sont patinés. Je les conserve tels quels parce que je trouve que la patine apporte de l'authenticité à la voiture. Mais sur les autres, les sièges ont été refaits et c'est refait avec des cuirs haut de gamme. Alors, quand j'ai débuté ce métier, à l'époque, Connolly existait encore en Angleterre. Je me souviens être allé voir là où ils élevaient les vaches dans des prés qui étaient spécifiques. Il n'y avait pas de barbelés, rien pour pas abîmer les peaux. Aujourd'hui encore, il y a des on a dit tout à l'heure, on n'élève pas des animaux spécifiquement pour le cuir, mais est-ce qu'on prend des précautions pour ne pas abîmer justement énormément de précautions, puisque un animal qui est dans la nature, qui va vivre sa vie, faut le protéger pour avoir de belles qualités derrière. Et en fait, ces qualités-là, elles sont stratégiques, puisqu'en fait, vous l'avez vu sur vos restaurations, les cuirs ne sont absolument pas couverts, ils sont aniline, ce qu'on appelle aniline, donc absolument parfait, non protégés, et en fait, ce grain, pour avoir un très beau grain, pour avoir ce toucher absolument agréable qu'on adore, eh bien il faut que les peaux soient parfaites, donc des animaux en très bonne à la fois en bonne santé et bonne santé. Est-ce que vous pensez que le cuir va revenir dans les voitures modernes ou non? Malheureusement, la tendance actuelle on a la chance de voir des fabricants industriels qui reviennent en arrière parce qu'on a des défauts de qualité, des matériaux qui craquellent, les UV c'est délétère sur ces matériaux souvent à base de plastique, il faut le dire, et le cuir lui a une durée de vie, et aussi on a
on a plus de 100 ans d'expérience derrière. Oui, effectivement, le cuir, il va y avoir un retour en arrière et on l'a déjà vu. Certaines annonces sont revenues. Il y a des constructeurs allemands qui reviennent en arrière, exactement, qui vont proposer du Et on est d'accord que les animaux ne sont pas exploités, comme nous dit Fréquence sur Facebook, c'est pas exploité pour faire du cuir. C'est la filière normale de la viande, tout ça. Bien sûr, il n'y a aucun animal qui aujourd'hui est tué pour le cuir. C'est ça, on est d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On reste évidemment sur le circuit des remparts. Dans quelques instants, le retour de l'info. Je vais me faire gronder parce qu'on est un peu en retard, mais c'est pas grave, on est bien ici. Et puis on continue de parler de ces circuits des remparts avec tous nos invités juste après le retour de l'actualité. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Taupe, Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault en direct des remparts d'Angoulême avec Honda et l'Alliance France Cuir. Eh bien, on a perdu Laurence Perrault. Ah non, ça y est, elle arrive. C'est dommage parce que je me disais, chouette, on va pouvoir dire ce qu'on veut. Je vais tout vous raconter. J'avais besoin d'aller au petit coin. Voilà. On est évidemment, tu l'as dit, en direct d'Angoulême. Et je voulais juste préciser de nouveau que nous sommes à la brasserie Bouillon Saint-Martial qui nous accueille de façon exceptionnelle. Et on les embrasse tous vraiment parce qu'on est très très bien installés. On est évidemment à côté de l'église Saint-Martial. Alors, au programme de cette deuxième heure, est-ce que tu as déjà parlé ou pas encore? Non, pas encore, c'est dommage. Voilà. Bon, on va parler pneus pour commencer. On parlera alors des pneus spécifiques pour les voitures qui tournent sur les circuits, parce que les voitures anciennes vont pas tourner avec du pneu de monsieur, madame, tout le monde. Ça glissouillerait un petit peu. Alors donc il y a des pneus qui sont conçus pour ça. Donc on verra. On en parlera en détail avec Pierre-Emmanuel Moutenay, qui est dirigeant de Pneus Collection. On en parlera avec lui. La moto qui est de retour sur le circuit des remparts. Ah, la moto enfin de retour sur le circuit des remparts. Il y a d'ailleurs un plateau qui s'appelle Georges Monneret. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Georges Monneret, c'est sans doute le plus grand champion moto. Alors français, mais pas que français. Je dirais international. Il a gagné 499 courses. Vous allez me dire pourquoi il n'a pas fait une 500e. Alors si, il a fait une 500e et il a gagné plus de 500 courses, mais 499, comme ça les gens se posent la question. On parlera en détail avec Philippe Monneret, qui est son fils. Concours d'élégance, on en parlera, c'était hier soir et qui était animé d'ailleurs par l'ami François Alain qui était là et tout le monde y a participé. Ah oui, il y avait des voitures magnifiques. Il y avait des voitures magnifiques. Il y a des équipages, parce que le concours d'élégance, c'est les voitures et les équipages. Et on conclura avec le salon automobile de Lyon qui débute mercredi prochain à Lyon et nous serons également en compagnie de François Alain, de Sylvain Resser, et on n'a pas emmené Jean-Luc parce qu'on lui a dit qu'il fallait maintenant qu'il reste chez lui un petit peu. Ouais. C'était mieux qu'il se repose. Qu'il se repose un peu. Allez, tout de suite, on va parler pneus et on parle auto pour la seconde heure de cette matinée. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Philippe, ce sera tout à l'heure. Pierre-Emmanuel Moutenay, qui est le dirigeant de pneucollection.com. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors pour expliquer à tout le monde, Pierre-Emmanuel est sur la route. Donc on risque il vient de s'arrêter parce qu'il est sur un événement de voitures anciennes aussi d'ailleurs. Où ça Pierre-Emmanuel? Tout à fait. Alors on est dans le Jura, sur les belles petites routes du Jura, en train de faire un petit rallye de navigation. Je suis avec Pierre Chéreux de chez Michelin, là, en copilote. Donc on essaye de marquer des points et de ne pas se perdre. Sur quelle voiture? Avec une MGC. Ah, très bien. Ouais, voilà. Michelin, c'est cette marque qui fait des trucs tout noirs qu'on met autour des roues, c'est ça? Eh ben c'est bien ça, c'est bien eux, Ouais. Bon, Pierre-Emmanuel, d'habitude vous venez souvent au circuit des remparts à Angoulême parce que les voitures qui tournent ici, il faut les équiper avec des pneumatiques et on les trouve pas dans les grands centres auto habituels, c'est quand même des pneus spécifiques. Alors déjà, tiens, on va commencer historiquement. On va prendre, il y a des voitures d'avant-guerre et même vraiment du début du siècle dernier qui tournent. C'est facile à équiper ces véhicules-là? Alors, quand on est autour des années 1900, c'est assez compliqué. Quand on se rapproche des années 20, on va commencer à trouver des produits très spécifiques. Je pense à, vous voyez certainement des Bugatti tourner, des Bugatti 35, comme celle de Sylvain, parce qu'il en a plusieurs dans son garage. Voilà, donc ça, on va pouvoir équiper ça avec plusieurs marques. On trouve notamment du Dunlop dans la gamme Racing, qui est vraiment conçu pour un usage, on va dire, compétition. Et on trouve aussi le fameux Blockley 3 pavés que beaucoup de bugattistes utilisent, parce que c'est un pneu très polyvalent et performant.
Pierre-Emmanuel, par rapport aux pneus classiques que je vais utiliser avec ma Bugatti 35 quand je vais faire une petite balade, ces pneus-là ont plus d'adhérence, plus de grippe. C'est quoi la différence? Et est-ce que ça ne fait pas trop travailler les châssis? Parce que sous un aspect pneu ancien, ça reste des pneus plus modernes que ceux qui existaient à l'époque, on est d'accord? Alors, ils sont de fabrication moderne, avec des mélanges de gomme qui ont évolué, bien sûr, mais ils ont gardé pour la plupart des conceptions en carcasse diagonale, donc qui sont adaptées à ce que la voiture a connu à l'origine. D'accord, donc ça fait pas trop travailler les châssis? Non, si on reste sur des produits qui sont typiques de l'époque, il n'y a aucun problème. D'accord. Et il faut un peu de glisse d'ailleurs, il faut toujours un peu de glisse. C'est que Pierre-Emmanuel vient de sauver un point très important que beaucoup de collectionneurs ignorent. C'est qu'en fait, quand on refabrique aujourd'hui, certains fabricants refabriquent des pneus conformes au look de l'époque. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, on bénéficie de gommes qui sont bien meilleures qu'il y a 50 ans, 100 ans. Et donc, on peut avoir des pneus qui ont exactement le bon look, mais qui sont mieux qu'à l'époque. Et ça, c'est très très important de le souligner parce que beaucoup de collectionneurs se disent « Oh là là, je vais essayer de préserver mes vieux pneus », ce qui est en fait une fausse bonne idée, bien évidemment. Et quand les pneus refabriqués existent, il faut pas hésiter parce que là on a vraiment on conserve le look qu'aiment bien les collectionneurs sur leur voiture et on ajoute de la sécurité en plus. Voilà, c'est très important. On ajoute de la sécurité. Alors sur les voitures, bon, on a vu avant-guerre, il y a des marques de pneus pour les équiper et j'imagine que quand on avance dans le temps, il y a de plus en plus de possibilités. Là, on va rester sur l'idée de pneus racing pour les véhicules après-guerre. Par exemple. Bah écoutez, on viendra sur les véhicules, sur les. Je suis avec le responsable Michelin. Je suis obligé de parler des pneus Michelin. Bien sûr. Donc je pense, je rebondis sur ce que disait François il y a quelques secondes. Les gammes TB que tous les pilotes ont connu dans les années 70, le TB15, le TB5, et ben c'est des produits qui ont évolué au fil du temps et qui ont des gommes aujourd'hui plus modernes que ce qui se faisait à l'époque. Donc là on trouve pour équiper toutes ces voitures des années 60-70. Et on peut équiper tous les véhicules ou il y a des véhicules qui sont plus difficiles à équiper avec des dimensions un petit peu exotiques? Et puis alors là on parle de Michelin, mais il y a d'autres marques qui font des pneus aussi pour des pneus compétition pour les véhicules anciens? Oui, tout à fait. Alors, on arrive à Blockley, mais il y a peut-être d'autres marques. Oui, il y a Toyo, il y a Yokohama qui a un passé en termes de produits de compétition assez important. Donc, ils ont développé pas mal de dimensions. On peut pas répondre à toutes les demandes, mais par le biais de changement de roue, on arrive à faire rouler les voitures quand même. D'accord. Je peux rouler avec ces pneus entre guillemets compétition sur la route ou ils sont homologués ou ils sont pas homologués pour la route justement? Alors, il faut faire très attention à ça. Certains, effectivement, n'ont pas d'homologation pour rouler sur la route. Et la plupart des produits plus récents pour les voitures des années 70, 80 et 90, on va être sur des produits semi-slick que les fabricants, les manufacturiers, ont homologués pour un usage routier. Juste, il y a Sylvain Ressa qui est avec nous, qui ne semble pas totalement d'accord avec vous. On parle vrai sur il est d'accord. Il est d'accord. La seule réserve, c'est des semi-slick. Le jour où il pleut sur la route, c'est. Alors, qu'est-ce que des semi-slick? Qu'est-ce que des semi-slick, messieurs? Un semi-slick, il faut rester très prudent. Alors, le semi-slick, c'est un pneu où les sculptures sont beaucoup moins présente que sur la voiture de tous les jours. Il y a beaucoup moins de sculptures pour avoir des pavés plus importants de gomme pour améliorer le grip. Mais c'est vrai que la contrepartie, dès qu'on a une route humide, là il faut être très prudent. On ne peut pas évacuer l'eau puisque les sculptures servent à évacuer l'eau. Donc là on se retrouve sur un film d'eau et ça s'appelle de l'aquaplaning en bon français. Est-ce qu'on peut reparler de pneucollection.com parce qu'on n'en a pas parlé, Pierre-Emmanuel Moutenay, vous qui êtes dirigeant. C'est un site internet sur lequel on peut aller chercher des pneus pour notre voiture de collection, si je résume de façon extrêmement basique. Tout à fait. On a un catalogue très étendu de plus de 4000 références maintenant, qui s'agrandit régulièrement. On va pouvoir équiper les automobiles du début de l'automobile jusqu'aux années 2000. Ouais. Et je crois que vous avez d'ailleurs équipé des voitures dans cette émission sur RMC Découverte, c'était ça, François? Oui, c'est vrai que il faut souligner que Pierre-Emmanuel nous a souvent trouvé. Pierre-Emmanuel nous a souvent trouvé des pneus qui sont pas faciles à trouver, voire parfois quasi introuvables. Et donc là, c'est là aussi que l'intérêt d'une entreprise comme celle-là, qui est ultra spécialisée, avec quelqu'un de très compétent, et puis les collaborateurs de Pierre-Emmanuel sont aussi super compétents. Oui, je peux vous dire. Et donc ça, c'est vachement bien parce qu'ils savent tout de suite, quand on parle voiture ancienne, ils savent tout de suite de quoi on parle.
et ils ont tout de suite les bonnes références, les différentes possibilités quand il y en a plusieurs. Sur certains véhicules, il y en a qu'une ou parfois pas du tout, ça peut arriver. Donc ça, on parle vraiment le même langage quand on est avec eux. Ça, c'est formidable. Je donne un exemple très perso, mais Pierre-Emmanuel m'a évité d'acheter une voiture où on peut pas remettre de pneus. Un jour, je l'appelle, je lui dis tiens, j'aimerais bien une Jaguar XK8 parce que cette voiture me plaît beaucoup. Et j'appelle Pierre-Emmanuel pour dire voilà, est-ce que les pneus qu'il y a sur la voiture, ils ont 20 ans. Est-ce que tu peux m'avoir des pneus? Et il m'a dit elle est montée en quoi? J'ai dit c'est 17 pouces, c'est ça. Pierre-Emmanuel, il connaît tout. Oui, c'était des 245-50-17. Ouais. Tout à fait. Ça, il est introuvable aujourd'hui. Et il m'a dit c'est introuvable, donc t'oublies. Et voilà, Pierre-Emmanuel, d'où est venue cette passion du pneu de collection? Alors, la passion, elle a commencé avec la voiture ancienne, parce que j'avais un père et un oncle qui ont collectionné les voitures dans les années 70, donc quand je suis né. Et donc, j'ai baigné tout petit dans la voiture ancienne. Et le métier a fait que j'ai rejoint mes parents dans l'entreprise de pneus. Et un beau jour, je me suis dit, tu aimes les voitures anciennes, tu aimes les pneus, tu travailles les pneus, donc vends des pneus de voitures anciennes, tout bêtement. On peut être très honnête, c'est quoi à peu près le chiffre d'affaires à l'année? Moi j'y vais indirect, je suis une fille, j'ai pas peur de parler d'argent. J'aime pas moi parler d'argent. Moi je parle que de passion, moi. On travaille très bien. Moi je parle que de passion. Parce que j'ai du mal à imaginer. Non mais Pierre-Emmanuel, votre percepteur n'écoute pas. C'est pas ça, c'est que j'ai du mal à imaginer si ça représente. Pierre-Emmanuel Moutonnet, j'ai du mal à imaginer si ça représente beaucoup ou si c'est une petite niche. C'est ça que j'ai du mal à imaginer en fait. C'est un marché qui est assez important quand même. On vend plusieurs dizaines de milliers de pneus par an. Voilà. Ah bah voilà, j'ai ma réponse. Je ne parlais pas spécialement. Ah oui, c'est déjà une grosse niche, c'est un chenil en fait. Une belle niche. Bon, vous savez Laurence que sur une voiture, après il y a déjà 4 pneus, donc en général on les vend par 4, enfin souvent par 4. Non mais je dis ça, je dis rien. Voire par 5. Voilà. Et il faut les pneus moto aussi, Pierre-Emmanuel. Eh bah tiens, puisqu'on parle de pneus moto. Et c'est la transition toute trouvée. Ouais, sauf qu'il y a Sylvain qui voulait rajouter quelque chose. On parle jamais assez, mais c'est le seul élément qui relie la voiture à la route. On n'en parle jamais assez. C'est un élément de sécurité fondamental. Alors, on en parle toutes les semaines. Je vais vous proposer quelque chose, Sylvain Resser, c'est d'écouter tous les samedis matins On parle auto, qui depuis 4 ans est la seule émission dans laquelle il y a une chronique liée aux pneus. C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est une alerte pour les automobilistes et les motards qu'il faut vraiment vérifier ces pneus régulièrement. C'est un élément fondamental. Merci messieurs, merci beaucoup Pierre-Emmanuel Moutonnet. On vous laisse reprendre la route et puis on rappelle votre site internet et puis évidemment votre maison pneucollection.com. Alors puisqu'on parlait de pneus moto à l'instant avec l'ami Jean-Luc, on va parler de moto tout court avec notre prochain invité. Il s'agit de Philippe Monneret qui est avec nous aujourd'hui car la moto revient sur le circuit des remparts d'Angoulême. Et lui il en a usé du pneu. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Nous allons prendre le temps de parler du concours d'élégance qui a eu lieu hier soir sur ce circuit des remparts d'Angoulême où nous sommes actuellement en direct et toujours installé le studio Sud Radio sur la brasserie Bouillon Saint-Martial à côté évidemment de l'église de Martial, juste à côté d'ailleurs de l'exposition, d'une très belle exposition pour le concours d'État. Le concours d'État. Alors il y a la différence entre le concours d'élégance et le concours d'État, c'est que le concours d'élégance on juge un équipage, c'est-à-dire on juge le véhicule et ce qu'il y a dedans. Voilà. Et le conducteur, la conductrice, le passager, voilà. Et alors que le concours d'État, on juge, comme son nom l'indique, l'état des voitures. Et c'est la voiture la mieux restaurée ou la plus authentique qui gagne le concours. Alors on en parlera évidemment en détail de ce concours d'élégance dans quelques instants, mais tout de suite on accueille un grand nom de la moto, Philippe Monneret. Philippe Monneret, le fils du plus grand champion moto. D'ailleurs, c'est le retour de la moto cette année. C'est pour ça, grâce à Philippe Testo. Avec un plateau de 20 machines, 2000 ans d'histoire qui vont être sur la piste. Philippe, vous faites pas vos 2000 ans, c'est vraiment... Mais il a connu Astérix. Contrairement à vous. Allez, bam. Je vais donc... Longtemps, mais alors là, si vous ne l'avez pas compris depuis le début de cette émission, tous les gens qui sont autour de la table sont des amis de l'ami Jean-Luc. Tout le monde se connaît depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, Philippe Monneret, le retour de ce plateau moto. Eh ben oui, moi, vous savez, mon père m'a beaucoup parlé de ce circuit des remparts, donc je suis ravi d'être venu. Et puis en plus, j'ai appris qu'à chaque fois, ça s'appelait le plateau Georges Monneret. Donc je suis... Georges Monneret, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, allez, vite fait, j'ai dit 499 victoires, mais pas que. Alors, mon père, il a fait essentiellement sa carrière avant la guerre. Et puis après...
dans les années 50. Et mon frère a pris le relais en étant le premier Français à avoir gagné un Grand Prix en 500. Et cette 500, je vais rouler avec... vous savez, le président de la moto ici m'a fait une petite dérogation et on va pouvoir rouler avec la Gilera du Grand Prix de 1954. Alors, Gilera, moto italienne, donc 4 cylindres. 4 cylindres. Ouais, c'est une superbe moto. Donc j'ai pas vu si ça prenait les épingles parce que j'ai vu ici que c'était excessivement serré. Donc Jean-Luc, tu mets à manœuvre. Oui, il faudra mettre la béquille. Ouais, et puis, Non mais pour moi c'est vraiment. C'est un retour. Ne jamais être venu jusqu'à présent ici alors que votre père a gagné. Il a gagné la course ici. Oui, il a gagné plusieurs fois, 2 fois. Et puis moi j'ai jamais couru sur des circuits comme ça. Moi j'ai fait toute mon époque, c'était sur des circuits avec de la sécurité. Là on voit que tu verras, c'est très serré quand même. Juste une question, Philippe Testo qui donc a fait le plateau. Pourquoi il y avait eu l'absence des motos sur le circuit des Remparts? Pourquoi c'est la première année où ça revient, on le sait? Ah ben je sais pas, il faut les demander à lui, mais bon, il est souvent pas au courant de grand chose. Ah non. Philippe, vous savez ou pas? Allez, venez, voilà, on va vous prêter le micro. Mettez-vous à côté de... Non, juste à côté de... Voilà. Okay. Ça fait 1 an à peu près qu'on travaille dessus. On a tourné en 2021. Après, j'avais organisé moi déjà de 92 à 97 les plateaux moto. Et puis, il a fallu pas mal négocier. Et cette année, on aura donc 23 motos sur la piste, 21 motos solo et 2 sidecars de course. Voilà, moi je serai dans un side. Et puis on aura une moto ouvreuse avec Philippe qui nous a fait la gentillesse de venir avec cette magnifique machine. Et pour moi qui suis d'une famille de motards, j'embrasse mes cousins de Charente-Maritime, tous motards. D'ailleurs j'embrasse Philippe parce que ça lui a coûté la vie, mais ça peut arriver. Quel type de moto ancienne vous allez avoir sur ce plateau? Alors ce sont des machines de course ou de sport coursifiées, toutes d'avant-guerre, d'entre 1929 et 1939 pour la plus moderne. Exception pour Philippe Monnery avec sa Gilera qui va être la moto moderne du plateau. Voilà. Mais pour qu'il soit un peu moins d'huile sur la piste que les autres. Ouais, voilà. Mais pour qu'il soit premier, on va le faire partir devant. Il n'y a pas de problème. Il va faire le lièvre. Il va faire le lièvre. Ça fait 40 ans que j'essaye de demander ça. C'est une bonne idée. Et quand vous avez gagné les 24 heures du Mans, vous êtes parti en début de semaine, c'est ça? J'étais tout seul, ouais, nous on est parti le vendredi. Non, mais on a hésité à faire une manche que pour lui, comme ça il était devant, quoi. Non mais c'est fort de revivre ça, Jean-Luc, pour tous les passionnés de moto aussi. C'est fort d'avoir de nouveau un plateau. On va essayer d'être un petit peu sérieux. Oui. Philippe, bon, vous conduisez la Gilera demain, mais vous êtes habitué à conduire des machines anciennes. Ça se pilote vraiment différemment des motos modernes? Oui. Je suis habitué, enfin je me débrouille comme je peux, mais déjà sélecteur à droite, frein à tambour, donc c'est des freins. Comme c'est une vraie machine de Grand Prix, hein, cette machine, donc c'est un peu capricieux, ça peut s'engorger, donc il faut vraiment faire attention et y aller cool. Et puis, mais ça marche quand même parce que ça prend 240 km/h. Hein, oui, bon alors là, pas sur le circuit demain. Non, mais ça a le potentiel. Oui, ça a le potentiel. Donc c'est quand même une machine qui roule bien. C'est pas dangereux de conduire ces engins-là, parce que moi c'est ça qui me fait peur sur ces motos où il y a des pneus qui sont ridicules. On dit ça roule à 240 km/h, mais on a des pneus qui sont la moitié de ce que sont les mobylettes aujourd'hui, quoi. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est sûr, c'est plus dangereux que d'être derrière le micro. Mais bon, faut arrêter de parler de danger, parce qu'autrement le sport mécanique, faut toujours qu'il y ait un petit côté. C'est le sel du. Voilà, l'excitation, mais c'est suffisamment à risque pour qu'on en rajoute en faisant n'importe quoi. Oui, donc là c'est un circuit qui est hors temps. Moi je me rappelle, je racontais cette anecdote quand sur nos stages, on fait des stages de perfectionnement à Montlhéry, pas de pilotage, le pilotage on le fait au Paul Ricard sur un circuit moderne, mais celui qui est venu nous faire l'homologation, il dit il savait mourir les jeunes à l'époque. mais c'est ça, il y a un tel décalage de sécurité. Mais d'ailleurs on voit bien, vous vous rendez compte quand vous regardez les MotoGP par exemple, où est le public maintenant, hein, et ils vont, on voit la dernière chute de Marquez, ils vont en glissant jusqu'au dégagement. Donc voilà, c'est une autre époque. Tout a changé. Et puis, on tend quand même vers le risque zéro. Et là, à cette époque, c'est pour ça qu'il y avait une grande solidarité et une ambiance différente. C'est que, je me rappelle, mon père me disait que
au départ, il savait pas s'il allait voir forcément son ami à l'arrivée. C'était à ce point-là quand même, à cette époque, avant-guerre. Oui, puis la mort faisait partie de la course moto. Maintenant, heureusement, c'est fini, bien sûr. Et puis le freinage, ce qui est super important, c'est pour que les auditeurs réalisent, c'est que ce qui a extrêmement progressé, bon, les pneus bien évidemment, mais les freins des motos d'aujourd'hui, heureusement, sont plus du tout les mêmes qu'à ton époque ou à l'époque de ton père. Alors, il est encore vivant, hein, Philippe Mondret, donc son époque, c'est encore... on se comprend. À mon époque, il y avait déjà les freins à disque, etc. Bon, c'était pas... Mais ce qui a progressé aussi beaucoup, c'est les équipements. Les casques, les airbags, les obligatoires pour la course, les casques, bien sûr. Parce que là, quand on parle des casques d'avant-guerre... c'est casque en cuir, on en parlait tout à l'heure, justement. C'était cata, quoi. Non, tout a progressé, mais c'est logique. Je voudrais qu'on redonne le rendez-vous, le côté pratico-pratique, Philippe Testo, puisque c'est vous qui avez fait le plateau des motos, c'est demain. Oui, alors on tourne demain environ vers 12h30. Pas trop de questions parce qu'il a du mal à répondre. Je te signale que tu as aussi une séance de dédicace qui est prévue dans une boutique. Ah oui, elle est bien cette boutique, donne-le. Voilà, rue Ludovic Trarieux, une boutique qui s'appelle Un barbu et une blonde, et il y a une séance de dédicace vers 14h avec Philippe Mondret. Alors ça c'est bien. Moi je fais ni le barbu ni la blonde. Non mais ça c'est très bien, mais comme on a plein de gens qui nous écoutent de Strasbourg ou d'ailleurs, ils vont pas pouvoir venir. Par contre, ils vont pouvoir suivre quelque part le circuit après. Alors c'est retransmis normalement, ils peuvent suivre sur une chaîne de télé, il n'y a pas de problème. Et ce que je voulais préciser, on parlait de freinage sur les machines d'avant-guerre, donc on a des freins à tambour, et il y a quelques motos sur le plateau qui ont des vitesses à main. Donc ça veut dire que le pilote lâche l'accélérateur de la main droite pour passer les vitesses. Voilà. C'est excellent. Non mais t'as raison parce que mon père a commencé sa carrière avec ce genre de moto. Plus il y avait quand même la manette d'avance. Donc quand ils arrivaient dans une épingle, ils remettaient de l'avance, ils enlevaient de l'avance. Donc ils arrêtaient pas de lâcher les mains du guidon. Donc tu t'imagines bien qu'un freinage c'est pas comme maintenant. À quelle heure demain? Parce que là malheureusement le temps nous il passe là. À quelle les heure motos demain? Environ vers 12h30. Voilà. Rendez-vous sur le circuit. Dernière question. Attention. Séquence émotion. Ça vous fait quoi, Philippe Mondret, de revenir et de penser, enfin, vous faites la suite de votre papa au niveau émouvant, au niveau émotionnel? De venir, mais parce que j'étais jamais venu vraiment ici, je connais pas le circuit des remparts. Non, mais pour moi, c'est énorme. Parce que de toute façon, j'ai toujours été dans cette continuité familiale de mon père. Moi, il m'a mis sur une moto à l'âge de 6 ans. Et j'ai eu une vie incroyable parce que j'ai fait ce que j'ai voulu faire. De la course, mes écoles, etc. Malheureusement, un petit peu de télé avec Moreau à un moment donné, mais ça, c'est une erreur. Ça, c'est mal fini. Mais c'est la seule erreur de ma vie. Donc, gros moment d'émotion pour vous demain quand vous allez être sur cette moto, sur ce circuit. C'est sûr. Mais je vais pas forcément le montrer, mais en tout cas, mais il est déjà. Quand je suis arrivé avec ma camionnette hier, j'avais un moment d'émotion. Forcément, je pense à mon père. Et puis je me dis, tiens, il a... Mais ce qu'il faut dire vraiment, c'est que la famille Mondret, c'est une vraie saga. C'est-à-dire qu'il y a Philippe, il y a son frère, il y a son père. Enfin, c'est toute une histoire. Même ton grand-père, c'est une histoire. Ah non, pas mon grand-père. Ah, quand même. Bon, tu vois, je suis remonté trop loin. En tout cas, c'est une vraie histoire de famille, quoi. Et puis tous ceux qui connaissent la moto connaissent aussi Philippe Mondret et pas simplement dans les compétitions. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous de m'avoir invité. Et on vous donne rendez-vous demain. Bon. Demain à midi, donc pour ce beau plateau, la moto revient sur le circuit des remparts. On fait une pause et puis on va parler du concours d'élégance dans quelques instants sur Sud Radio. Vous êtes bien avec nous, ne bougez pas. Je suis au jeu de partir. Sud Radio. Parlons vrai. On parle auto. Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault en direct des remparts d'Angoulême avec l'Alliance France Cuir. Les remparts, le circuit des remparts d'Angoulême qui existe depuis 1939 et le studio Sud Radio est accueilli par la brasserie Bouillon Saint-Martial. On est 5 places Saint-Martial à côté de l'église Saint-Martial, donc à Angoulême en Charente. Dans quelques instants, on va quitter Angoulême pour parler du Salon Automobile de Lyon. On aura la chance d'avoir la directrice du Salon Automobile de Lyon qui va ouvrir ses portes au public mercredi prochain. Mais pour l'heure, on va parler du concours d'élégance avec son speaker, présentateur, invité d'honneur. Non, le directeur. GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. GS27 présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Il est président, il est avec nous en studio, c'est François Alain, vous l'avez entendu depuis le début de cette émission. Journaliste, historien de l'automobile, ami Jean-Luc, président du jury
Oui, exactement. Président du jury, il a bien fallu qu'il bosse un petit peu quand même hier soir, parce que là, il s'amuse depuis ce matin, mais hier soir, il était au taf. Alors, on va revenir en fait sur concours d'élégance. Concours d'élégance, c'est très français le concours d'élégance. Ça a été pour la première fois inauguré au début du XXe siècle. Les voitures concouraient avec leurs équipages, ce que j'expliquais tout à l'heure, et on juge l'ensemble de l'équipage. Oui, c'est important. En fait, là, par rapport à un concours d'état où c'est l'état du véhicule, là, on est vraiment sur une ambiance globale. C'est-à-dire que l'état du véhicule est important, l'intérêt historique, technique du véhicule est important et l'équipage est important. C'est-à-dire que s'il y a une petite mise en scène sympa avec des costumes d'époque et puis une petite mise en scène rigolote, ça compte très réellement dans la note. Et c'est pour ça que dans la liste des voitures qui concouraient hier soir, c'est pas forcément les voitures les plus prestigieuses qui ont gagné, c'est les voitures qui représentaient cet ensemble. Est-ce qu'on peut dire que ce concours d'élégance, Jean-Luc, ouvre le week-end du circuit des Remparts? C'est vraiment le premier grand rendez-vous le vendredi de ce week-end. Il ouvre de belle façon parce que alors il y a un podium sur lequel les voitures défilent, il y a un jury. Vous étiez combien On était 6, 8. Voilà, un jury. Et la parité n'était pas respectée, oui, je dois avouer, parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, et donc pour une fois, ça fait du bien. Qui fait partie il y avait un public de fou. Ah bah oui. Et il y avait Sylvain Resser dans le public aussi, notre ami journaliste. Ouais, non, franchement, c'était très réussi. Il faut souligner le président n'a pas aménagé sa peine, parce qu'on l'a même vu pousser des voitures. J'ai même poussé des voitures sur le podium qui ne redémarraient pas, comme quoi j'ai donné de ma personne. Mais je n'étais pas seul, j'étais avec l'ami Igor Bietri, qui est évidemment le speaker incontournable, parce que le plus sympa, le plus marrant, le plus compétent sur ce genre d'événement. Et donc Igor évidemment a mené de main de maître comme d'habitude le concours d'élégance. Alors, plus de 40 voitures ont été présentées dans ce concours d'élégance, dans différentes catégories. On n'aura pas le temps de parler de toutes les voitures, mais on va parler des vainqueurs de chaque catégorie, avec, pour commencer, les modèles d'avant 1901, parce que c'est une des caractéristiques ici du circuit des Remparts Angoulême. Il y a beaucoup, ce qu'on appelle des ancêtres. Oui. Et là, le véhicule qui a été récompensé est absolument exceptionnel. Voilà, c'était une Hispano Suiza Torpedo de 1916, donc produite pendant la Première Guerre mondiale. Hispano Suiza n'a pas fait que des avions, que des moteurs d'avion, mais ça c'était intéressant parce que, alors il faut souligner aussi un truc dont on a parlé vite fait tout à l'heure. Angoulême est une des manifestations où il y a énormément de collectionneurs britanniques qui viennent jusqu'ici. Pour eux, ça fait quand même une petite trotte. Mais quand on est dans les hôtels là, ces jours-ci, on entend parler anglais partout parce que les Anglais sont mordus. Et je les comprends carrément. Ils sont mordus d'Angoulême. Ils participent aux courses, ils participent au concours d'élégance. Ils sont partout et ils sont fans. Alors on va le faire en English. And the winner is... And the winner is Hispano Suiza. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Anglais, même chez eux, sont des passionnés de voitures de collection. Bien sûr. Non, mais quand on voit des événements comme Goodwood, le revival de Goodwood, c'est pour moi vraiment un des plus beaux événements au monde et c'est sans doute l'événement le plus atypique d'Europe. On peut expliquer ce que c'est rapidement parce qu'on a plein d'auditeurs qui adorent la voiture mais qui ne sont pas spécialement connaisseurs. C'est un événement, c'est un petit peu comme Le Mans Classique en France, c'est-à-dire que c'est un événement qui réunit un nombre de collectionneurs incroyable. Tout le monde est looké. Alors ça, c'est vrai qu'en France, on n'y arrive pas encore, mais on y arrivera peut-être un jour. Les gens sont lookés années 30, 40, 50. Tout le monde joue le jeu. On monte des stands qui ont complètement le look de l'époque. C'est un truc incroyable. Il y a un voyage dans le temps. Ah mais c'est incroyable. Avec des voitures anciennes. Et quand on est en Angoulême, alors on n'est pas, tout le monde n'est pas évidemment habillé dans le type de l'époque, mais on retrouve cette espèce d'esprit des collectionneurs, notamment anglais, qui ont vraiment une passion folle. C'est vraiment extraordinaire. Bon, là, c'était pas un Anglais qui a gagné avec l'Hispano Suiza, c'était un Français. Et dans la deuxième catégorie, 1921-1945, c'est pas non plus un Anglais. Non. Puisque, en plus, une voiture française, alors une voiture juste exceptionnelle, une Bugatti Type 50 Landaulet, sans doute une des plus belles voitures de toutes celles qui ont été. C'est une voiture fantastique. Alors, elle, c'est vrai qu'elle a gagné, mais parce que la voiture est fantastique, mais aussi parce que la déco, la mise en scène allait avec. J'insiste sur le fait que sur un concours d'élégance, c'est très important. Parce que les gens qui arrivent et qui sont habillés comme tous les jours, c'est un peu tristounet. C'est dommage quand on a une très belle auto de pas faire un petit effort vestimentaire et d'avoir un petit look. Ouais. En parlant des voitures aussi. En parlant des voitures. Non, reparlons aussi des autres voitures. Oui, alors après, justement, c'est les deux roues. C'est les deux roues. Ça va vite, là. C'est les gars qui étaient au micro il y a 5 minutes. Après, c'est les deux roues. Alors là, on a eu une brochette de scooters, parce que les deux roues étaient représentés par des scooters. Exactement. Alors, les scooters, c'est les années 50, et tout le monde était
on va remployer le terme de François, looké années 50. Oui, c'est vrai. Ils ont tous joué le jeu. Et c'est vrai que tous les scooters sont retrouvés sur la scène en même temps, avec tout le monde habillé années 50. On n'avait plus que à mettre du rockabilly. Exactement, et on avait un sympathique orchestre. En Amazon à l'arrière des scooters, et c'était très sympa à voir. Ouais. C'est un Lambretta là qui a gagné, alors qu'il n'y avait que des Vespa pratiquement. Pourquoi le choix du Lambretta? Parce que je pense que ça a plu au jury. C'est vrai que Lambretta est une marque qui a un petit peu disparu, qui était moins connue que, alors à l'époque autant que Vespa, mais Vespa a perduré alors que Lambretta a eu une histoire beaucoup plus compliquée. Donc il se trouve que c'est le Lambretta qui a gagné. Et moi j'avais Françoise Conconi qui était assise à côté de moi, qui faisait partie de mon jury, parce que en tant que président je peux dire mon jury. Qui est Françoise Conconi? Françoise, c'est une copilote de renom. Elle a été la copilote de Michel Mouton. Enfin bon, puis c'est quelqu'un de très sympa. Elle gigotait dès qu'il y avait un morceau de rock, etc. Elle était complètement dedans. J'ai cru qu'elle allait monter sur la table pour danser. Et Françoise me disait une anecdote rigolote, c'est qu'à l'époque, évidemment, elle était jeune fille et elle a une de ses copines un jour qui était avec son petit ami monté en Amazon, et à un carrefour, son petit ami s'est aperçu qu'elle était plus là. Elle était tombée au point d'avant. Oui. Non, j'espère qu'elle s'est pas fait Non, elle s'est pas fait mal, mais c'est vrai que le fait de monter en Amazon, des fois, ça peut entraîner des choses surprenantes. Et donc, il a perdu sa copilote et il s'est retrouvé les fesses sur le carrefour précédent. Bon, catégorie d'après, c'était des cabriolets, hein, voilà. Et c'est là que vous avez donné de votre personne pour pousser, d'ailleurs, le vainqueur de la catégorie. C'est un comble. C'est celui qui a gagné, c'est celui qui a pas redémarré sur le podium et que j'ai poussé pour qu'il démarre. Bon, une voiture assez rare, hein, puisque si je me souviens bien, il y a eu une vingtaine d'exemplaires produits cette année-là, c'est ça? C'est une voiture française encore? Une voiture française, effectivement, une Panhard PL17 cabriolet. Cabriolet, c'est là que c'est 1963, grande année, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, la meilleure. Je dis ça parce que mon voisin connaît bien cette année-là. Moi, je suis beaucoup plus jeune, hein, donc je peux me permettre. Et non, mais c'est une voiture vraiment. Ce qui est pas faux. Qui représente. Oui, d'accord. Tu vois, on enfonce le clou. En tout cas, voilà, c'était sympa. Alors, ce qu'il faut noter aussi sur ces concours d'élégance, c'est que c'est pas forcément que des vieux messieurs et des vieilles dames. Il y a de tous les âges, et ça c'est formidable. Et donc il y avait notamment des gamins qui sont là, qui viennent jouer avec le jeu avec leurs parents ou leurs grands-parents, et c'est très très sympa. Et dans le public aussi, j'ai souligné qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes, et ça c'est vraiment important pour le renouvellement de cette passion du véhicule ancien. C'est pas que des gens très très âgés, et même si ces gens très âgés sont indispensable, puisque c'est eux qui ont évidemment collectionné, mis de côté, restauré. Donc je ne tiens pas un propos méchant envers eux. Bien au contraire, c'est même très respectueux. Alors il y a des jeunes, il y a des vieux, mais il n'y a pas que des humains. C'est ça, il y a des chiens. Il y a des chiens. Et il y avait Maga l'abeille. Il y avait une abeille. Il y avait Maga l'abeille. Une abeille qui a gagné dans une catégorie. Et je dois avouer que là, ça m'a bluffé. Alors la voiture m'a bluffé parce que je m'attendais pas à un truc comme ça. Mais alors l'équipage a fait plus que me bluffer. Voilà. C'est donc dans les carrosseries fermées, on a fait effectivement au milieu de pas mal de très belles voitures, une Panhard encore. Panhard a eu 2 prix cette année. Une fourgonnette vitrée de la même année d'ailleurs de 63, c'est pour ça que Jean-Luc adore. Et en fait cette fourgonnette, ce qui est génial, c'est que je suis très admiratif moi personnellement des gens qui se donnent beaucoup de mal pour restaurer des utilitaires qui n'ont pas une cote financière importante, et donc il faut être vraiment passionné pour dépenser le double, le triple ou le quadruple de ce que vaut la voiture. Mais ça prouve que la passion est plus importante que la valeur monétaire. Et là, en l'occurrence, c'est une fourgonnette Panhard des années 60 qui est très rare parce qu'on n'en voit absolument jamais. Et moi, j'en avais jamais vu. Avant celle-là, j'en avais jamais vu. Mais surtout l'équipage. Mais ils étaient en maille à l'abeille tous. Il y a la dame était en abeille, déguisée en abeille, et le monsieur était déguisé en apiculteur. Et ils ont été dardards. On va devoir. Ça ne manquait pas de piquant. Voilà. Rapidement pour conclure, parce qu'on a rendez-vous avec le salon automobile de Lyon dans quelques instants. Oui, bien sûr. Et alors donc, accélérer le mouvement, les garçons. Pour conclure, il y a eu ce qu'on appelle le Best of Show. Donc c'est la voiture qui a gagné à travers les 5 catégories le meilleur prix. Et en l'occurrence, c'était une AC. Donc vous savez que AC, c'était une marque bien sûr britannique. Rien à voir avec DC. Qui ensuite a permis de monter aux États-Unis grâce à un certain pilote qui s'appelait Carroll Shelby, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le
nom de AC Cobra, mais à l'origine AC Bristol, c'est une marque 100% britannique de petits roadsters très très chic et très efficace. Et là en l'occurrence c'est cette voiture-là qui a gagné. Donc c'était une voiture de 1957 et c'était vraiment une très très belle voiture, conduite d'ailleurs par des jeunes. C'était un jeune couple qui conduisait cette voiture. Merci beaucoup d'avoir fait un tour d'horizon sur le concours d'élégance dont vous avez été le président du jury, Monsieur François Alain. Quel honneur. Vous restez avec nous tous les trois parce qu'on n'a pas complètement terminé notre émission. Et pourquoi vous restez avec nous? Parce que nous allons, nous tous les trois, sans l'ami Jean-Luc qui a décidé de faire autre chose la semaine prochaine, sur le salon automobile de Lyon. Et on va retrouver dans quelques instants la directrice du salon automobile de Lyon, Anne-Marie Besner. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. On parle auto, Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, en direct des remparts d'Angoulême, avec Honda. Le circuit des remparts, ce rendez-vous qui existe depuis 1939, ici à Angoulême, dans le département numéro 16, les Charentes, là où on fait de la cagouille, du pinot, du cognac, avec modération bien évidemment. Petit clin d'œil à la Charente-Maritime, chère à mon cœur. Et à Jean-Luc Moreau qui est avec moi et qui ne sera pas avec nous sur le salon automobile salon de la Lyon. Rosette la semaine prochaine. Salon de la Rosette. On va parler de ce salon incroyable, le salon automobile de Lyon, qui est assez unique en France. Bonjour Anne-Marie Besner. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Directrice du salon automobile de Lyon, qui a été aussi femme de l'année 2024. Oui, femme automobile de l'année 2024. Avec l'association Wave, les ailes de l'auto. Alors Anne-Marie, encore un salon extraordinaire. Sylvain Resser est avec nous, il sera aussi avec nous sur le salon. Notre ami François Alain aussi. Bref, vous l'avez vu, ça va être encore le rendez-vous des passionnés. Je crois qu'on va dire déjà que ça va être le rendez-vous des amis de l'automobile, Laurence et Jean-Luc. Donc effectivement, toutes les familles automobiles vont être réunies. Les constructeurs, les distributeurs, les journalistes, les institutionnels et bien sûr, on les espère très nombreux, les visiteurs. Alors c'est important de préciser que c'est un des seuls salons où tu peux acheter ta voiture. Oui, c'est un salon assez unique. Vous l'avez très bien dit en introduction, Laurence. C'est un salon unique en France et je dirais même en Europe. C'est un salon où on vend des voitures, mais pas que. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi un salon d'image. Depuis 3 éditions, nous montons en gamme et nous sommes maintenant inscrits dans l'agenda des constructeurs. La preuve en est, c'est que cette année, nous allons avoir plus de 50 nouveautés avant-premières mondiales, européennes, françaises sur le salon. Donc le monde de l'automobile, en fait, Lyon sera au centre de l'Europe et du monde automobile pendant 4 jours, du 24 au 28 septembre. Anne-Marie, quand on disait que les salons automobiles c'était fini, vous êtes le contre-exemple parfait. Il y a combien de constructeurs cette année? Je parle de constructeurs, je ne parle pas de représentants des marques. Combien de constructeurs qui sont chez vous? Nous avons plus de 55 constructeurs qui seront présents, marques constructeurs, par le biais de distributeurs ou constructeurs directement. Ce qu'on peut dire sur les salons, et vous voyez que Munich vient de se terminer, et bien se terminer, c'est que chacun trace sa voie. Donc Munich a pris le parti de plutôt le salon un peu professionnel, dans un pays, l'Allemagne, qui est le pays aussi de l'industrie automobile. Bruxelles est aussi un peu comme Lyon, un salon de vente et image. Et puis, évidemment, il y a le Mondial de Paris en année paire. Anne-Marie Besner, vous êtes la directrice du Salon automobile de Lyon, 55 marques représentées. Il y a de nouveaux univers que vous allez aussi proposer cette année sur le Salon automobile de Lyon. Oui, qui débute mercredi prochain d'ailleurs. Absolument, mercredi 24 septembre jusqu'au dimanche. Et j'en profite pour dire qu'on a ouvert le mercredi alors qu'on ouvrait d'habitude le jeudi pour permettre aux jeunes et aux familles de venir sur le salon. Par rapport aux univers, en fait, on a ouvert 2 univers et un espace, j'en parlerai tout à l'heure. Le premier, c'est l'univers des véhicules utilitaires qu'on a consolidé en 2025 avec un très bon partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, puisqu'en fait, la distinction entre le véhicule particulier et le véhicule utilitaire, par moment, pour les artisans, est très faible. Donc, on a proposé ça dans l'offre exposant. Et puis, un nouvel univers, c'est l'univers de la van life, parce que ça c'est un univers qui s'ouvre partout en fait et qui vise aussi les jeunes de 35 à 45 ans. Nous, notre salon, on veut grosse tendance et on veut vous voyez, par exemple, je peux parler du fameux combi Volkswagen. Ben oui, effectivement, en van life, c'est une fourgonnette en tout cas qui est très connue et très mythique.
Il y aura aussi Ford, entre autres, enfin voilà. Oui, il y en avait hier soir d'ailleurs. C'était il y en avait un. Ford qui sera très présent en véhicule utilitaire aussi. Oui, tout à fait. Anne-Marie Besner, on parle aussi de l'espace luxe. Voilà, je voulais y arriver. Ouais. Effectivement, là, on passe de... Alors, j'ai une formule que je veux bien vous partager, c'est que notre salon, il passe de l'essentiel à l'étincelle. Voilà, donc c'est notre montée en gamme. Et oui, vous voyez qu'à Lyon, on est innovant, vous le savez bien. Et l'étincelle, on pourrait dire sans diesel, puisqu'il n'y a pas d'étincelle. Beaucoup de voitures électriques, donc étincelles. Tiens d'ailleurs, puisque Sylvain est avec nous et François aussi. Je salue. Voilà. Bonjour Sylvain, bonjour François. Quand je parle de la famille, c'est aussi la famille des journalistes. Exactement. Voilà. Vous allez tous les deux de nouveau être comme tous les ans. Vous suivez aussi ce salon avec passion. Jean-Luc aussi. Bon là cette année c'est différent. Non mais Jean-Luc il boude. Non, il boude pas. Je suis sûr qu'il aurait envie de venir avec nous d'ailleurs. Juste Sylvain, votre regard sur ce salon automobile de Lyon où l'on va pouvoir essayer plus de 400 véhicules parce qu'on l'a pas précisé, mais c'est aussi un salon où on peut tester les voitures. Oui, on peut tester les voitures, mais je pense qu'on le dit pas assez. Mais c'est le salon qui offre le panorama le plus complet de l'industrie automobile parce que plus de 55 marques. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans des salons. Là, vraiment, vous allez au salon, vous allez voir toutes les marques exposées avec tous les modèles. Ça fait des années que ça n'existe plus et la plupart des voitures vont pouvoir être essayées. Et il y a plein de voitures qui sont pas encore commercialisées, qui sont en première française ou première européenne au salon de Lyon. Donc ça, c'est quand même assez unique. François, un mot sur ce salon que tu aimes toi aussi beaucoup. Mais moi, je comprends même pas aujourd'hui comment les gens peuvent acheter une voiture sur un catalogue. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les salons comme le salon de Lyon, on rentre dans les voitures, on les teste, on peut rouler avec. Pour moi, c'est essentiel. Je comprends pas comment on peut acheter une voiture comme on achète un paquet de lessive. Ouais. Pour moi, ça reste évidemment quelque chose de vital, d'être dedans, de la regarder, de monter dedans, de voir si elle nous plaît, et ensuite, bien sûr, de rouler avec. Et puis, le salon automobile de Lyon, c'est pas simplement 55 marques, c'est pas plus de 400 véhicules qu'on va pouvoir essayer, Anne-Marie Besner, mais c'est aussi les concessionnaires. C'est un salon qui met en avant les concessionnaires, ceux auxquels on va pousser la porte pour aller choisir notre voiture. Et sans ces concessionnaires, la filière automobile, elle sera encore plus mal qu'elle ne l'est aujourd'hui, Anne-Marie. Absolument. Là, je crois qu'on a une expression qui dit que notre salon, il est global local. Et vous avez tout à fait raison. De toute façon, sur les concessionnaires, c'est le principe de la proximité. Et François Alain le disait bien tout à l'heure, sur Internet, on n'achète pas une voiture. Par contre, on se renseigne. Et ça, c'est important. Mais oui, la voiture, on l'achète grâce, et je rends hommage, merci François Alain de me donner cette opportunité, à tous mes distributeurs qui nous sont très fidèles depuis la première édition de ce nouveau modèle en 2015. Et je salue en particulier Arnaud Guduel de la marque Ferrari qui m'emmène toutes les voitures de prestige parce que là, c'est un salon, effectivement, c'est le seul salon en Europe où nous avons toutes les marques de prestige avec les distributeurs officiels. Oui. Anne-Marie, vous dites c'est un salon, on peut acheter son véhicule, il y a un côté commercial. Est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires ? Est-ce qu'il y a justement, à l'occasion du salon de Lyon, des petites remises qui sont offertes par les constructeurs ou les distributeurs ? Alors, ça dépend évidemment des marques, mais je suis au courant que dans de nombreuses marques, vous aurez tous des possibilités d'acheter des voitures à des conditions Salon automobile de Lyon 2025. Voilà. On adore l'idée. Moi, vraiment, je vous donne tous rendez-vous parce qu'il va se passer plein de choses. Je sais qu'Alpine, par exemple, va nous proposer il va y avoir vraiment plein de choses à essayer. Enfin, je suis fan de l'idée. On revient à l'origine des salons, parce que les salons automobiles, au départ, ont été créés pour ça. Pour que les gens pouvaient pas regarder sur Internet ou à la télévision les voitures. À la limite, ils pouvaient avoir certains journaux qui publiaient les premières photos, mais on allait surtout dans les salons pour voir les voitures et éventuellement les acheter. Donc, on revient à la base. Et puis, c'est une femme, Anne-Marie Besner. Et vous, Anne-Marie, on va pas se mentir sur l'antenne de Sud Radio. Sylvain Resser pense la même chose que moi. Tous les amoureux de la voiture, François Alain, Jean-Luc aussi. Vous êtes vraiment une très belle organisatrice et on vous remercie de faire briller ce salon automobile de Lyon. En plus, c'est à Lyon. Autant vous dire qu'on va pas y manger bien et qu'on va pas y boire beaucoup. Non, ils sont mal réputés pour ça. Je voudrais dire, Laurence, que vraiment, je dois saluer à l'antenne toutes les équipes du groupe Shell Evans qui travaillent avec moi et derrière moi sur ce salon. C'est extrêmement important.
très forts. Ouais, voilà, ils sont très forts et ils sont formidables. Voilà, c'est important de le dire. Et quand Anne-Marie parle, les cloches sonnent. Regardez, on est à Angoulême, on entend les cloches de la cathédrale. Je sais pas si ça passe. Pour finir, Anne-Marie, combien ça coûte d'aller au salon? L'entrée rapidement. L'entrée en moyenne, c'est 10 €. Donc vous voyez que c'est un salon très intéressant. Super raisonnable. Et j'aime bien cette recette lyonnaise que je dis souvent. Le centre de Lyon, c'est frugal pour les exposants et appétissant pour les visiteurs. Oh là là. Eh bien, nous allons venir, ça on vous l'avait déjà dit. Merci beaucoup Anne-Marie Besner. À la semaine prochaine. Directrice de ce super salon automobile de Lyon. Merci d'avoir été avec nous. Merci François Alain. Merci les amis. Merci Sylvain Resser. Merci Laurence, merci Jean-Luc. Merci Laurence Perrault. Merci Jean-Luc Moreau. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, on parlera du salon de Lyon. Ah ben voilà. Et pas que évidemment. Merci à Arthur Boulot d'avoir été avec nous pour réaliser cette émission. À Jamel qui a réalisé en direct de Sud Radio. On vous embrasse fort. Merci à Annelise aussi de nous avoir organisé tout ça. Et puis nous, eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. On va vivre le circuit des remparts jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à demain soir. C'était On parle auto, en direct des remparts d'Angoulême, en partenariat avec Honda et l'Alliance France Cuir.